Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'un instant sportif, votre balado qui va parler de toute l'actualité dans le sport. Cette semaine, on va finir les previews de la LNH avec la division Atlantique, les Canadiens de Montréal. C'est la seule équipe qui nous reste. Également, on va parler de nos prévisions. PO, surtout, tu vas parler de tes prévisions pour la saison qui commence dans la LNH. On va commencer mercredi cette semaine, donc c'est dans très peu de temps. Mais tout d'abord, on va passer au bloc actualité avec notamment le Grand Prix de Singapour qui avait lieu aujourd'hui. 18e manche championnat. Et comme c'est l'habitude de dire depuis quelques courses cette saison en F1, il y a de l'action au premier tour, puis ça s'arrête là. Genre, c'est en tout cas une autre course, pas de dépassement. Je sais même que c'est un circuit en ville, mais c'était quand Les, même assez, les voitures sont trop assez grosses. intense. Tu peux plus faire de Ouais. dépassements. À part au départ, comme tu l'as dit, parce que toutes les voitures sont vraiment collées. Mais après ça, comme on l'a vu, Norris, il a été plusieurs tours avec le DRS derrière Ouais. Max. Il n'a jamais été capable de faire une attaque intéressante. Puis il a pas réussi à le dépasser. Donc honnêtement, ça commence à être un peu plate. Là, avec les nouvelles voitures l'année prochaine sont un petit peu plus petites, mais pas tant que ça. J'ai peur que ce soit une autre ère où il n'y aura pas tant de dépassements, mais on va voir qu'est-ce qui. Peut-être qu'ils vont changer des circuits parce que pour vrai, les circuits avec pas de place pour dépasser, c'est vraiment plate là, mais bon. Ben oui, ils changent les circuits. Donc, au lieu d'en mettre des circuits qui favorisent les dépassements, ils mettent plus de circuits en ville. On approuve. On approuve vraiment, on adore ça. Mais ouais, c'est ça. Donc, cette fin de semaine, grosse victoire dominante de George Russell. Oui, vraiment. Ça peut paraître, on s'y attendait pas nécessairement. Mais George Russell vraiment très très fort ce week-end. En plus, c'est pas un gars qui a normalement de la facilité à Singapour. C'était la première fois qu'il finissait sur le podium à Singapour d'ailleurs. Puis c'était juste la deuxième fois qu'il marquait des points à Singapour. L'année passée, c'était la première fois. Ben, en 2023, qui était notamment allé pour le gap en fin de course, on s'en souvient. En 2022. Le gap du mot Singapour dans le mur, là, oui. Ouais, exactement. Ouais, trop facile. Mais donc oui, grosse victoire de George Russell, vraiment dominant. Il n'a pas semblé vraiment, il a pas semblé inquiété de toute la course. Max Verstappen, sinon, qui va reprendre quelques points au championnat devant au pilote McLaren en tant que tel en terminant deuxième. Puis c'est Lando Norris qui complète le podium devant Oscar Piastri et Andrea Kimi Antonelli. Il y a eu un peu de drama. Il y a toujours un peu de drama, mais là, entre les deux pilotes McLaren, il y a eu un contact au premier tour entre Norris et Piastri. Norris a tapé Piastri roue contre roue. Puis en même temps, il a comme endommagé son aileron parce qu'il a touché l'arrière de la voiture à Max aussi. Sauf que ça n'a pas été assez grave. Norris a quand même eu un bon rythme toute la course. Puis le Piastri était comme yo, ce que c'est ça, il était pas content. Puis à la fin de la course, Zach Brown, qui est le CEO de McLaren, était comme ouais, good job, parce qu'en gros, on l'a pas dit encore, mais McLaren aujourd'hui se sont assurés de gagner le championnat constructeur, la Ouais. deuxième saison consécutive. Beaucoup moins serré que l'année passée, par Non, contre. Puis aucune compétition, disons, là. effectivement. Puis Zach Brown était comme, ouais, let's go, on a gagné, good job. Puis Piastri a déconnecté sa radio. Il était comme. Il était trop Ouais, fâché, ouais. il était écœuré. Puis le truc, c'est qu'après, sur le podium, McLaren ont célébré le fait qu'ils ont gagné le titre constructeur. Puis Piastri n'était pas là. Il était pas sur le podium, il était sur. C'est Ça, c'est ça. rough, surtout que c'est le gars qui mène le championnat. Là. Ouais. C'est littéralement le gars qui mène le championnat. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, encore du drama en tant que tel, mais. C'est ça aussi que ça backfire quand comme tu favorises un pilote à le laisser passer parce que il y a eu un truc pas correct. Là maintenant, Imagine, Piastri il s'attend un peu au même retour puis il l'a pas. Fait que c'est comme. non mais imagine juste ça, c'est du drama et il peut y avoir du drama entre les deux. Imagine s'il avait été quand c'était genre Nico Rosberg puis Hamilton, Piastri serait vraiment mad d'un autre niveau là. Mais au moins le truc avec Lewis puis Rosberg, c'est que s'il y avait une truc de même, il y avait pas. Genre, imagine Lewis, son pit était lent, il y avait pas de consigne de Nico, ouais, laisse passer Swap, Lewis. ouais non. Non, ça, il l'avait pas. Il n'y a pas cette bullshit-là. Sinon, en tant que tel, on peut voir comment c'était très serré entre le 4 premiers et le reste. Donc, en gros, Piastri finit quatrième à 8 secondes de Russell. Puis le cinquième, Antonelli, a fini à 33 secondes 6. Ah, trop facile ou Leclerc a fini sixième à 45 secondes 9. Donc, déjà, lui, il est comme fini à 12 secondes d'Antonelli. Et à partir qu'on passe de la septième place avec Alonso, là, on parle de 80 secondes. Donc, c'est 1 minute 20. Lewis qui a fini à 1 minute 25. Berman qui a fini à 1 minute 33. Puis après, à partir de la 10e place avec 5, c'était un tour. Donc, c'était pas très serré. Sinon, pour parler des autres courses des autres, Alonso, il a un peu crash out en plein milieu de la course parce qu'il y a eu un pit stop assez lent. Puis en gros, on lui donnait des informations. Puis il a juste dit à son ingénieur yo, si tu me parles de toutes les tours, je connecte la radio. Mais il a quand même réussi à finir septième, donc grosse course pour Alonso. Hamilton, il a des problèmes de frein. Puis ouais. son ingénieur était comme, mais là, tu coupes pas les virages.
Le gars, il a pas de frein. Mais genre, à la fin, c'était terrible. Genre, il était au niveau de Leclerc devant lui ou même dans la course. Puis là, après, il s'est fait dépasser par tout le monde. Ouais. Puis il pouvait plus. Il y avait rien, là. C'était le temps que la course finisse pour lui, là. Ah, en tout cas. Puis sinon, ben, grosse course pour Berman aussi. Des petits points, ça fait du bien. Gros week-end pour Berman de course. C'est son premier week-end à Singapour. Sainz aussi qui partait de fond de grille parce que les deux Williams avaient été disqualifiés en qualif. Donc, il finit 10e. Sinon, ben, Tsunoda 12e. Ça reste compliqué. Pas d'abandon, mais sinon, course compliquée pour les Alpines et les Kicksauber. Je pense pas qu'on Quelle est très surprise. surpris là-dessus. Ouais. Donc là, maintenant, ben, écoutez, comme je l'ai dit, le championnat constructeur s'est plié. McLaren est officiellement champion avec 650 points marqués. Il reste encore 6 courses. Les deuxièmes, c'est Mercedes, ils en ont 325. Trop facile ou. Et moi, je veux dire quelque chose. À voir comment le niveau de Ferrari est vraiment abysmal dans les dernières courses. Ça, je sais pas si c'est abyssal. Abyssal, c'est peut-être plus le mot. Là, je l'ai peut-être dit en anglais. Il est tellement abyssal dans les dernières courses. Je serais même pas surpris que Ferrari finisse 4e du constructeur derrière Red Bull. Parce qu'on regarde Ah ça, ouais? là, Ferrari ont 8 points d'avance. Ils n'ont juste 8 sur Red Bull. Oh, ouais, non, je pense que juste Max va faire plus de points que les deux autres combinés quasiment, là. Ouais. Non, parce que Ferrari, genre sincèrement, je pense qu'il y a clairement un monde que Ferrari finit 4e du constructeur derrière Red Bull aussi, là, tellement que la saison était catastrophique. Sinon, ben, il n'y a pas eu tant de changements en constructeur. Pour ce qui est du classement pilote, Norris va reprendre 3 points sur Piastri. Donc là, maintenant, l'avance de Piastri, c'est, là, je vais faire mes calculs, je pense que c'est 22, si je me trompe pas. 22 points. 22 points d'avance. Donc un petit peu moins d'une victoire en tant que telle. Sinon, Verstappen reste quand même loin, mais il a repris en tout un total de 6 points sur Piastri et de 3 points sur Norris. Donc il se rapproche pas tant, parce qu'il se rapproche un peu. Sinon, après, ben, il n'y a rien d'autre à dire sur la F1. Le prochain Grand Prix, c'est dans 2 fins de semaine, donc pas elle qui s'en vient, mais l'autre au Grand Prix des États-Unis. C'est vraiment le fun, puis ça va être un week-end sprint que personne n'a jamais dit dans l'histoire, mais en gros, ça va être un week-end sprint. Il faut s'habituer, ça va être beaucoup plus tard parce que c'est au Texas en tant que tel. Donc déjà, le départ de la course va être à 3h l'après-midi. Ok, ouais. Ben, c'est comme un peu à Montréal en tant que tel. Puis surtout, les qualifs sont toujours tard. Ça va être comme dans les alentours de 5... Il me semble que c'était 5h du soir que ça commence à 17h. Donc c'est toujours ça. À la fin, ça va être comme le soleil couchant. Ça va être beau, mais... Donc trop hype pour voir Max taper à Paul. Mais en tout cas, ça va être à surveiller. Même moi Non. qui est un fan de Norris qui veut qu'il gagne un championnat, si Max est capable de remonter puis qu'à la toute fin peut-être avoir une chance de vraiment gagner, ça pourrait être très intéressant puis ça pourrait être vraiment drôle, là. Si Max gagne devant les deux McLaren, ça serait hilarant, même si que je veux vraiment que ce soit Norris qui remporte le championnat. En tout cas, j'ai l'impression, à moins que ce soit Max qui gagne le championnat, on dirait que le champion de cette année, selon moi, il y a comme on dirait qu'il n'y a pas de saveur. Peu importe si c'est Norris ou Piastri, je trouve qu'il y a comme... J'ai vraiment une bataille pour le championnat fade. Là, Ben là, si avec le contact qu'il y a eu, Piastri est fâché, peut-être qu'il pourrait avoir des trucs plus intéressants, on va voir, mais c'est vrai que le swap de position, c'est parce qu'ils se battent pour le championnat, là. En tout cas, donc c'était pas mal tout pour la F1. Maintenant, on peut passer au niveau hockey avec beaucoup de trucs qui se sont passés. Tout d'abord, au niveau de la NCAA. Gavin McKenna. Donc maintenant, Max Pacioretty a pris sa retraite. Non, je ne veux pas parler d'Arizona State. Oui. C'est qu'en gros, Gavin McKenna, dans ses 2 premiers matchs, il a joué contre Arizona State et comme on le sait, tout ce qui vient de l'Arizona, Thierry est un fan. Et les 2 matchs ont été gagnés par Penn State et McKenna, dans ces 2 matchs-là, il a fait 3 points. Donc, il a marqué son premier but puis il a fait 2 passes dans le premier match. Donc, ça commence bien pour Gavin, le prochain numéro 1 au total au repêchage. Et Thierry est en dépression à cause de ces 2 défaites-là. Sinon, ouais. Ça serait moins pire si dans tous les 2 cas, Arizona State menait pas comme 3-2 et 2-0 après 2 périodes. Détail. Détail. Mais j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il faut qu'il améliore la powerplay. Sur la deuxième game, ils ont été 0-6. Ouf, donc, ça c'est tough. Ouais, effectivement. Donc, sinon, au niveau de la NCAA, il y a Michael Age aussi qui a eu 7 points en 2 games. Par contre, Théo, tu paniquais un peu. Puis là, après, hier, on a checké les stats pour le fun. Puis l'équipe qui jouait contre, mettons que c'était pas la meilleure. Non, l'équipe, c'est elle que, si je me suis pas trompé de classement, qui a fini dernier l'année passée. Donc, c'est pas mal assez rough. Mais en même temps, quand même, il a réussi à faire 7 points. Mais comme juste pour vous dire, les matchs ont fini 7-0 puis 11-1. Là. Donc, c'est pas très serré. Pas très serré, mais quand même, c'est un bon début. C'est le fun de voir un prospect des Canadiens. Probablement le meilleur prospect des Canadiens présentement, parce que là, Demidov, techniquement, est encore un prospect pour juste attendre qu'il atteigne 25 games, il est plus un prospect.
Fowler peut-être, Rimbacker, Palmozan même pas. Donc probablement le meilleur prospect du Canadien, c'est McAleese, le futur deuxième centre, vu qu'on n'est pas allé en chercher. Donc ça ressemble à ça du côté de la NCAA. Sinon, il y a eu deux joueurs qui ont pris leur retraite. Il y a Ouais. Eric Johnson, l'ancien choix numéro 1. Il y a quand même assez longtemps, c'est 2006? 2006, ouais, Ouais, 2006. c'est ça. Il a quand même une bonne carrière, mais pour un choix numéro 1, c'est un peu décevant, mais ça reste une bonne carrière. Et sinon, une autre retraite, c'est un ancien joueur des Canadiens, Max Pacioretty, l'ancien Oui. capitaine. Il est dans la conversation pour un des pires capitaines de l'histoire. Ça reste un bon joueur, il a été bon, puis nous on dit tout le temps que c'est le meilleur marqueur de 40 buts à avoir jamais marqué 40 buts. Parce que sa meilleure saison, c'est comme 39, 37, 36. Genre, il a tout le temps passé proche. On disait tout le temps, ah, c'est un marqueur de 40 buts, mais il l'a jamais vraiment atteint. Puis il y a des saisons que il avait le pace, mais à cause de blessures, il l'a pas atteint. Mais il aurait jamais dû être capitaine. Je pense que la pression, c'était pas bon pour lui. Il a eu quand même des bons temps aussi avec Vegas. Et je suis un peu surpris, parce qu'en série, pour ça avec Toronto, c'était un des meilleurs joueurs. Donc je me disais, il y avait encore le talent. Est-ce qu'une équipe voudrait bien le Ouais. signer? Ligue minimum, 1 an, il aurait pu, mais bon, il a décidé de prendre sa retraite. Donc ça ressemble à ça du côté de Patriotty. Mais sinon, là, il y a eu énormément de signatures dans la Ligue Ouais. nationale cette semaine. Et juste avant, Oui, oui. Eric Johnson, le draft de 2006, j'ai checké. Puis tu sais, il y a quand même. Tu sais, c'est quand même un bon niveau parce que tout de suite après lui, c'est Jordan Stahl et Jonathan Tace. Donc, c'est pas dégueu. Et sinon, en premier tour, il y a Backstrom, Phil Kessel qui suivent, Derek Brassard, Kyle Okposo, Ouais, du, ça reste un euh, bon Taxi draft. Ouais. Squad, du Taxi Squad Legend avec les Canadiens, Michael Non, Foley, le GOAT. Jonathan Vernier, Brian Little, Michael Grabner, Claude Giroux, Semyon Varlamov, Nick Foligno, tout ça en premier tour. Puis les Canadiens, eux, avaient repêché David Fisher. Comme on dit, un home run. Ouais, donc oui, maintenant on peut passer aux signatures parce qu'il y a eu il y en a eu énormément cette semaine. Tu peux commencer notamment avec, c'est ça, avec les signatures. Là, vas-y. Donc, la plus grosse signature, et pas juste la plus grosse signature de la semaine, la plus grosse signature de l'histoire de la Ligue nationale de Ouais. hockey, Kirill Ben, pour Kaprizov. 2 semaines, mais ça, faut le dire. Ouais, pour 2 semaines, ça attend que McDavid signe le maximum. Puis que, ouais, mais bon. Ouais. Kirill Kaprizov signe 8 ans, 17 millions de dollars. Ouais. Ça va commencer la saison prochaine. Donc, il y avait eu des rumeurs qu'il avait refusé un contrat de 16 millions pour 8 ans. 16 millions par année pour 8 ans. Et je pense que c'est vrai, parce qu'il a signé 17. C'est énormément d'argent. C'est peut-être trop, parce que je pense pas qu'il y a aucun joueur qui vaut autant. Mais en même temps, qui veut aller jouer vraiment au Minnesota, ça n'a jamais été une équipe vraiment attrayante pour les joueurs. Que si tu repêches pas le joueur puis tu le signes dans ton équipe, t'auras pas un Marner qui va venir, t'auras pas un McDavid qui va venir. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Ici, il perdait Kaprizov. Euh, Ouais. ça aurait été rough. Ça aurait été rough pour l'équipe. Ouais, ça aurait été Donc, rough. je pense que c'est pour ça qu'ils ont payé un peu plus cher. Parce que si tu regardes un joueur comme McKinnon qui a signé il y a comme 1 ou 2 ans, il a signé 13 points quelque chose. Marner, cette année, oui, Kaprizov, je pense qu'il est un peu meilleur, mais pas tant que ça. Il a signé pour 12. Donc, c'est quand même 5 millions de plus. Là. C'est énorme. Donc, c'est un gros contrat, mais je comprends pourquoi ils l'ont signé. Mais ça reste vraiment beaucoup d'argent. Sinon, l'autre contrat qui a été signé, c'est Luke Hughes. Toi, tu dois être content parce que tu l'avais pris Ouais. dans notre pool. Et tu l'avais pris. Il avait quand même descendu dans le classement du Oui, pool. énormément. Parce qu'on Ben trop était genre, descendu. est-ce qu'il va signer? Est-ce qu'il va manquer quelques temps? S'il manque 2 mois, ça enlève beaucoup de points. Et tu l'as pris parce que tu t'es dit, c'est sûr qu'il va signer, je peux pas croire. Puis finalement, il a signé 8 ans, 9 millions. Je trouve que c'est un bon contrat. C'est un peu un contrat à la Jack Hughes, parce que oui, Luke Hughes, il est bon, mais il n'a pas encore eu la saison vraiment élite. Comme Jack Hughes, quand il est signé, il avait été bon, mais il n'avait pas encore atteint sa saison élite. Et là, maintenant, 8 par 8 de Jack Hughes, ça a l'air d'un vol. Donc peut-être que dans 2-3 années, on va dire la même chose de Luke Hughes. S'il est autant bon que ses deux frères, il devrait être pas pire au hockey, disons. Sinon, un autre défenseur qui a signé un gros contrat, c'est Jackson Lacombe. Il a signé 8 Ouais. ans, 9 millions, le même contrat que Luke Hughes. Lui, ça commence la saison prochaine. Je trouve que c'est énormément d'argent. Tu fais attendre McTavish jusqu'à la dernière semaine ou 2 avant le début de la saison. Finalement, tu lui signes seulement 7 millions quand ça fait 2-3 ans qu'il prouve que c'est un bon joueur de 50-60 points, bon dans les deux sens, qui joue physique. Lui, t'attends, tu veux pas le signer. Puis Jackson Lacombe qui fait sa première saison bonne. Avant ça, c'était un gars de deuxième, troisième paire. Puis là, cette année, il a vraiment été bon. Et là, bam, tu lui donnes le gros contrat, 9 millions par année. Je sais pas comment Pat Verbeek gère ses trucs, mais c'est un peu étrange. Toi, tu penses quoi du contrat de Jackson Lacombe?
Ah, c'est beaucoup, puis ça, ben, ça donne un peu, lui, puis lui, Luke Hughes, ça peut donner un indice sur le potentiel futur contrat, notamment Dane Hudson, puis tout ça, là, des jeunes défenseurs qui s'en viennent là, en tant que tel. Mais écoute, c'est pas que ça me choque, parce que j'étais dans mon mode franchise NHL 24, j'étais tellement rendu loin que les défenseurs, ils demandaient 8 millions pour des 80 overall, là, c'est que j'étais comme, tu sais, ça va, je suis pas tant surpris non plus, là. Je te dirais qu'on est rendu un peu un l'air parce qu'on paye beaucoup. Par contre, ce qui m'a plus surpris, c'est le contrat que les Panthers ont signé pour un gars qu'il y a 2 ans. C'était un gars de troisième paire à Sanofi. En tout cas, j'exagère, mais tu sais, qui était comme un gars de troisième paire sur une équipe prospère. C'est Nico Mikola qui a signé 8 ans, 5 millions. Ça aussi, c'est quand même Donc, fou. c'est vrai que ça aussi, c'est très surprenant. Mais là, ce que j'ai vu, c'est que les quatre défenseurs les quatre meilleurs défenseurs des Panthers sont signés jusqu'en 2030, quelque chose comme ça. Donc, on voit que eux, ils vont all-in pour les genre Mm. 4-5 prochaines années. Ça, cette année, ça va être plus compliqué avec Barkov qui va manquer toute la saison, puis Machukala qui va manquer une partie, mais ça reste une équipe vraiment très très bonne. Donc, eux, ils visent à. C'est pas grave si on paye cher, puis pour longtemps. Nous, on veut gagner maintenant. Puis si on a une ou deux autres Coupes Stanley, puis qu'on finit avec trois quatre Coupes Stanley, ben c'est pas grave si dans 6 ans, on est vraiment mauvais. Puis Mm. je sais pas si c'est une bonne façon de penser. Je pense que oui, en fait. Parce que si tu finis avec 4 coupes, ben on s'en fout, là. Ouais. Genre, tu peux dire que c'est GG well played, par ça, tu t'occuperas Ouais. des problèmes plus tard. Mais c'est vrai que Mm. c'est beaucoup d'argent pour, comme tu as dit, un gars qui était un nobody il y a quelques années. Ensuite de ça, un gars qui a attendu très longtemps avant de signer avec son équipe, là, vraiment hyper longtemps. C'est Luke Evangelista, puis finalement, il a signé 2 ans, 3 millions. Il a attendu tout l'été, quasiment manqué le début de la saison pour 3 millions. Ça veut dire que l'équipe, il devait. Je pense que j'avais vu passer que leur première offre, c'était genre 1 an, 1 million. Donc, euh, je sais pas trop. Là, quand t'as pas de jeunes qui sont bons à Nashville, t'attends. T'essaies pas de pas signer un de Ouais. tes joueurs qui est quand même relativement correct. Donc ça, je trouve ça bizarre, mais bon, c'est un petit contrat. Après ça, il y a Philippe Gustafsson qui signe, puis ça va commencer la saison prochaine. Il a signé 5 ans, 6,8 millions de dollars. Je trouve que pour lui, c'est très très bon. Ça fait 2-3 saisons qu'il est vraiment très très bon avec le Wild, un très bon gardien. Donc ça, j'ai rien à dire. Je trouve que le nombre d'années, le nombre d'argent, très très bon de leur côté. C'est une signature qui est arrivée récemment dans les derniers jours. C'est Matt Grizzlick, 1 an, 1 million avec Chicago. Bon ben, on peut passer au prochain. Bon, ouais, ben, écoute, c'est Après ça, sympathique, là, là. il y a une nouvelle que toi, t'es pas très content de ça. C'est Carter Hart. Selon tout ce que les reporters avancent, il signerait quand il va pouvoir. C'est le 15 octobre qu'il peut. Ce sera avec Vegas. Donc, il pourrait commencer à jouer avec eux à partir du 1er décembre. Pour Vegas, si on prend juste en termes de hockey, c'est une bonne signature. Carter Hart, c'est un bon gardien. Quand il a quitté les Flyers, c'était un gardien numéro un. Est-ce qu'il va être encore à ce niveau-là? On ne sait pas. Mais en même temps, on sait toute la saga avec Équipe Canada Junior, tout ça. Oui, Il est rouillé, il a pas joué, là. ouais. Ça fait 2 ans qu'il joue pas, là. Il sera pas bon tout de suite. Mais en En même temps, plus, le ils ont, fait ils ont, que. ils ont Aiden Hill, donc il va pouvoir prendre son temps avant de venir. Mais ouais, on le sait toute la saga. Oui, il a été déclaré non coupable, mais si vous avez suivi, vous savez que c'était parole d'un contre parole de 7 personnes. Puis on va pas rentrer dans les détails, mais Ben, écoutez, c'était pas blanc ou noir, là. C'était pas mal très gris, là. C'était pas mal limite, là. écoute, moi, j'aurais juste 2 trucs à dire. Premièrement, non coupable, ça veut pas dire innocent. Ça, déjà, c'est un truc. Puis également, ben, écoutez, on dirait que les Golden Knights, ils trouvent toujours une façon d'être encore plus haïssables que d'habitude. Puis là, c'est rendu à un autre niveau. Fait que, watch out. Genre, dans deux années, s'ils te ressortent qui embauche le coach vidéo qui a eu des agressions sexuelles sur le joueur des Blackhawks, ça serait même pas surprenant. Fait que, écoutez, ces Golden Knights sont haïssables, mais écoute, ils gagnent, ils s'en foutent. Là. Ben écoute, Vegas, c'est la ville du vice, ils n'ont pas de principe. Fait que, écoute, donc voilà, j'ai fini de rant sur Vegas. Là, je vais pouvoir dire une nouvelle que je suis content, parce qu'il y a un autre joueur qui s'est échappé de Salt Lake City, c'est Connor Ingram. Qu'on sait, il allait pas bien dans les derniers. Ben, en même temps, je l'explique, je le comprends, là, pour petit. Là. Jouer à Salt Lake, c'est bon Arrête pour de une hate, dépression. Là. arrête de hate. T'es juste mad, t'as plus de coyote, mad cause bad. Oui, mais non. Regarde, McNally, ça, je l'ai vu cette année, il va performer. Ben, c'est Donc, sûr mais qu'en jouant non, avec Matthew, ça va aider, là. regarde, détail. Mais non, juste on va revenir avec le sérieux, même si je sais que j'ai raison. Donc, Connor Ingram, qu'on sait que dans les dernières années, il a eu sa grosse saison en 23-24 avec les Coyotes. L'année passée, avec Utah, ça a été compliqué. Il est rentré dans le programme d'aide de la LNH, puis là, les Oilers, pas les Oilers, mais le Mammouth l'a échangé aux Oilers en retour d'un gars qui a un beau potentiel, ses considérations futures. Il se fait Ouais. échanger souvent pour C'est le faire joueur le le tour de plus, la ligue. c'est le joueur le plus Ouais. intéressant dans les échanges, tout le monde le veut, là.
Donc, en tant que tel, c'est pas un gros pari pour les Oilers, puisqu'on sait que les Oilers, les gardiens, c'est pas leur force. Puis si, là, désolé pour l'expression que je vais utiliser, mais si Ingram est capable, c'est comme, de régler ses problèmes, c'est quand il va mieux un peu mentalement, puis qu'il est capable de lock-in, désolé pour l'utilisation de cette expression, il peut actually être une bonne alternative, au moins, à un Pickard. Puis, sincèrement, je trust un Ingram au top de sa forme, je le trust bien plus qu'un Stuart Skinner. Puis Ben, honnêtement, en ça, 23-24, ça l'a rien coûté. Ça a été considération future. Puis en ouais. plus de ça, je pense que les Oilers retiennent genre 800 000 de son salaire. Donc, il coûte quasiment rien. Donc, pour vrai, Ouais. c'est un zéro risque. Puis il peut avoir des rewards. Parce que je me souviens de la série quand il était avec Nashville. Oui, Si je me contre trompe pas, Colorado, contre ouais. Colorado, il avait vraiment bien fait. Donc, il y a un potentiel. Donc, on le sait que les Oilers, comme tu l'as dit, Packard et Stewart, c'est pas la haute gamme. Donc, il peut facilement être. Il peut jouer des matchs. Il peut jouer une coupe de matchs. Ben, la dernière saison d'Arizona, il a fini premier de la Ligue, les blanchissages, il y en avait 6. L'équipe était pas incroyable non plus, là. Fait que, quand même, sinon, il y a un autre petit échange entre les Devils et les Sénateurs. C'est qu'après le match des Canadiens contre les Sénateurs, lui à Québec, où que ça finit 5-0 Canadiens, Mickey Zach Seawan, McEwen, ouais. il s'est fait détruire par tout le monde tout le long de la game. Donc finalement, ben, il a été échangé. Ils ont dit ouais non, non merci. Il est envoyé aux Devils. Les Devils l'ont mis au balotage. Donc lui, ça a vraiment pas bien été. Il s'est fait détruire pendant une game. Puis après ça, ciao bye. Et eux sont allés chercher Curtis McDermott. Lui aussi, c'est un batailleur. Il a joué à def, il a joué à l'attaque. Je sais plus trop où il est rendu où. Euh, mais c'est ça, c'est pas une très grosse transaction. Puis après ça, il y a eu un autre match. Je vais parler de deux matchs préparatoires des Canadiens. Il y a eu un autre match entre Ottawa et les Canadiens. Là, il n'y a pas eu de bataille. Puis Ottawa a gagné, mais pour vrai, j'ai regardé le match, il y avait passé pas full de choses, surtout du côté des Canadiens. C'est vraiment Ottawa qui ont un peu plus dominé ce match-là. Donc j'ai hâte que la vraie saison commence, puisque c'est des matchs préparatoires. Des fois, quand ils gagnent, t'as le goût de dire, ah, c'est la meilleure équipe qui va gagner la coupe, puis quand ils gagnent pas, t'as le goût de dire, oh, ça compte pas, c'est match préparatoire. Donc j'ai hâte que la vraie saison commence. Donc c'est ça. Et aussi, parlant d'autres matchs préparatoires, il y a eu vraiment, je vais prendre une expression, un shit show entre les Ouais, non. Panthers et le Lightning. Ce qu'il avait vu, c'était quasiment 500 minutes de pénalité dans les deux matchs combinés. Il y a eu comme 10 expulsions et même plus. Après, il y a même un joueur qui a été expulsé, mais finalement, il se l'est pas fait dire. Donc, il a Ouais. joué, il a assisté sur un but. Puis après, ils ont fait non, mais toi, t'es pas supposé être là. Donc, ils ont enlevé le but. Donc, c'était vraiment, comme je dis, un Ben, shit show. Là. je pense que c'est Nico Mikola. Ouais, Genre, ouais, je qu'on suis a pas parlé. sûr, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui, mais en tout cas, c'est quand même assez spécial. Mais ça a l'air que c'est arrivé avec Voronkov l'année passée aussi, ou en tout cas, Mais il n'y a lui, pas c'est parce longtemps. qu'en gros, il comprenait pas qu'il avait été expulsé parce qu'il parle moins, pas tant anglais, que là, lui, il comprenait pas trop, il continuait, puis là, il était genre, non, mais toi, tu dégages. Mais ouais, c'est quand même drôle de voir ça. Mais au moins, c'est en pré-saison, c'est pas un vrai match que. Imagine ton Ouais. équipe marque, finalement, non, on a oublié de dire que lui est expulsé, c'est moyen, là. Ouais. Comme en shootout Montréal-Chicago l'année passée, on s'en souvient. Ouais, le but, pas but, mais but, là. Ah, le but qu'il n'avait pas vu. Parce que vraiment, moi, là, eux qui chialaient, qui disaient que c'était un scam, que finalement le but était accordé, moi je suis là, big, la rondelle est rentrée, il l'avait juste pas vu avant, là. Arrête de chialer, là. Ouais. C'est juste ces caves que l'arbitre ne l'ait pas vu. C'est bon, donc là, c'était la 5e semaine de la NFL. Au moment où on enregistre cet épisode, la semaine n'est pas terminée parce qu'il reste le match de demain, lundi, entre les Jaguars de Jacksonville et les Chiefs de Kansas City. Donc, on ne sait pas c'est qui peut gagner, mais tout ce qu'on sait, c'est que Travis Kelce a quand même gagné cette semaine d'une façon ou une autre. En tout cas, ce qu'on a entendu dans une certaine chanson. Donc, sinon, pour parler des matchs jeudi, il y a eu un match Rams 49ers. J'ai vu un meme tantôt, je t'en ai parlé. En gros, c'était Brock Purdy puis c'est Matthew Stafford comme genre un match random dans un jeudi en 2025. Puis la photo, c'était juste Tom Brady puis Peyton Ouais, Manning. vraiment. Donc, victoire des 49ers 26-23. Donc un match très très serré. Ça finit en prolongation. Même. Je sais pas si tu as checké un peu le match. Toi, de Oui, ton j'ai côté. regardé, puis pendant un bout du match, Mac Jones s'est comme blessé, il avait vraiment l'air en douleur. Il a quand même réussi à revenir, puis il a vraiment très bien fait. Donc, honnêtement, je pense pas que Brock Purdy va perdre sa place de numéro un, mais honnêtement, Mac Jones, il fait vraiment très bien. Peut-être que des équipes pourraient être intéressées si, quand Purdy revient, il l'utilise pas, parce que pour vrai, il a vraiment très bien fait. Les deux équipes ont bien fait, c'était vraiment un bon match. Avec tous les blessés des 49ers, qui soient 4 et 1, c'est vraiment incroyable. Puis Christian Ouais. McCaffrey, surprenamment, c'est un des seuls qui est pas blessé dans cette équipe-là. Puis cette année, il fait vraiment très très bien. Donc honnêtement, vraiment chapeau aux 49ers. Je pensais pas qu'elle allait se gagner ce match-là, surtout contre les Rams qui sont quand même une très bonne équipe. Là.
Sinon, dimanche, aujourd'hui, en gros, au moment où on enregistre, tout d'abord, ce matin, il y avait un match à Londres entre les Browns et les Vikings. Les Vikings ont gagné 21-17. Donc, c'était peut-être pas le match qu'on attendait le plus, mais en tout cas. Sinon, les Ravens sans Lamar Jackson, on peut les comparer aux Jets de New York actuellement. Ah, c'était vraiment C'est terrible. rough, là. C'est rough, là. Mais Défaite de 44-10 contre les Texans. Mais je veux rajouter qu'ils n'ont pas juste Lamar Jackson qui est blessé, ils ont plusieurs blessés en défense et en attaque. Donc, mais là, c'est vraiment rough. Puis même quand ils vont revenir, ils sont 1-4, ça va être dur de remonter. Et Ouais, les Texans qui étaient 0-3 il y a quelques semaines, là, sont 2-3. C'est plus ouais. normal. Là. On s'attendait, ils ont une bonne défense. Puis là, l'attaque est finalement débloquée. Surtout Mm. CJ Stroud, il a fait 4 touchés, il a vraiment été très très bon. Je vais en parler un peu plus tard de CJ Stroud. Donc, on peut passer au prochain match parce que vraiment, c'était, comme on dit, c'est une varlope. Là. C'était vraiment, c'était terrible. Le prochain match dans l'ordre, c'était un petit tank ball des familles, un match entre les Panthers et les Dolphins, qui s'est soldé par une victoire des Panthers 27-24. Écoutez, genre pour raconter un peu, cet après-midi, j'étais en train de cuisiner. Là, on y va en tranche de vie. Je me suis fait mon petit gâteau aux poires. Et je me cherchais un match Il était-tu bon? Il était-tu de bon? football. En tout cas, ça, c'est une Bon, autre question. c'est le début du travail de cuisine, là. On commence, là. Ouais, exactement, exactement. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que j'ai cherché un match à écouter pendant. C'est qu'au début, je me suis dit, ben écoute, j'aime bien les Colts, tu sais, c'est un peu des underdogs cette année. Je vais checker le match. Il est en train d'exploser Raiders. J'ai fait, ben, je vais trouver un autre match. Fait que là, je me suis dit, je vais niaiser un peu, je vais écouter Jets Cowboys, pourquoi pas. Les Cowboys sont en train de dominer. J'étais comme, bon, moi, laisse ça faire. Puis j'étais comme, ben, les Eagles, je suis comme, j'écoute tout le temps cette équipe-là. C'est que, tu sais, ça m'intéressait pas. C'est que j'ai switché. J'ai essayé, en gros, juste de trouver la game la plus serrée. Puis c'était Panthers Dolphins qui était le match le plus serré. Quand j'ai commencé à l'écouter, c'était 17-13 Miami. Puis ben, je me suis endormi devant la game pareil, mais en tout cas, tout ce que. Mais En gros, tu dis que c'est mais serré, mais au début, c'était 17-0. pour les Dolphins, Oui. Puis ils ont finalement qui ont perdu perdu. pareil. Ouais, 27-24. C'est drôle, on dirait que. C'est Mais pas là, ça doit être la surprenant. seule équipe. Ouais, mais au moins, aujourd'hui, ça va être la seule équipe qui avait une grosse avance qui a choqué. Donc, On sinon, en on peut parle-tu de passer ton au équipe? prochain match. Non, 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 non. Donc, on passe au prochain match. Les Colts qui ont gagné 40-6 contre les Raiders. Ah, moi, C'était je pas un connais match ça, le très serré. football. J'avais surtout pas dit sur notre page que les Raiders allaient gagner. Ah, il est trop facile. Mais ce que je me suis fié à Aston Gentil la semaine dernière, on avait mis dans nos Oui, étoiles de la c'est vrai, semaine. c'est Il a vrai. vraiment été incroyable. Puis les Colts avaient perdu un match. Puis j'étais genre, ah, pourquoi pas, les Raiders, Gentil est parti 40-6 pour les Colts. Sinon, la semaine passée aussi, on avait dit quelle équipe que les Saints vont battre. Et bien, on a eu notre réponse cette semaine, c'est les Giants. Victoire de 26-14. Veux-tu savoir c'est quoi le pire? C'est que lorsqu'on faisait le graphique des prédictions pour cette semaine, j'avais vraiment passé proche de mettre les Saints vainqueurs parce que j'étais comme, les Giants ont perdu Malik Neighbors, peut-être ça va moins bien aller. Puis j'étais comme, ben non, mais arrêtez de niaiser, c'est les Saints pareil. Ben non, j'aurais dû garder ma première pensée et dire que les Saints allaient gagner. Première victoire cette année pour la Nouvelle-Orléans. Première victoire pour Spencer Rattler aussi, c'était comme le temps. Ben, À son première victoire. 11e Ouais. départ. Ouais. 11e départ, ok, quand même. C'était le temps qu'ils gagnent. Sinon, Mais avant de passer au prochain match, je veux dire que c'est pas les Saints qui ont gagné. C'est les Jets, pas les Giants Jets, ont les perdu. Giants qui ont perdu, ils ont trollé, ils ont fait 3 fumbles, 2 interceptions. Pour vrai, c'était une grosse joke. Au début, ils dominaient, ça allait vraiment bien. Puis les grosses erreurs ont coûté. Donc, ça va être ça avec Jackson Dart puis Scadaboo. Deux jeunes qui sont vraiment le fun à voir, mais qui manquent d'expérience. Donc, on va voir s'ils sont capables de gagner plus de matchs. Parce qu'on dit ça, mais là, Giants, Saints sont rendus au même niveau 1-4. Oui. Mais ouais, non, c'était Euh, vraiment ça, c'était le Tank Bowl. Là. Sinon, il y a encore une équipe qui n'a toujours pas gagné de match, c'est les Jets. Ils sont 0-5, défaite de 37-22 Ça, contre les c'est rough. Cowboys de Dallas. Ça, c'est rough. Ben, écoute, c'est les Jets. J'ai rien à dire sur les Jets. Sinon, les Eagles qui ont encaissé leur première défaite de la saison contre les Broncos. J'avoue, c'est peut-être pas l'équipe que je m'attendais le plus à avoir contre les Eagles, mais en même temps, comme on l'a dit, puis surtout comme tu l'as dit beaucoup dans les dernières semaines, les Eagles, oui, étaient 4-0, mais c'était pas nécessairement l'équipe qui jouait bien C'était un peu ou comme qui les jouait le mieux. Chiefs l'année Ouais, passée. l'année passée. Ils ont fini 15-2, mais c'était plus une équipe de comme 11-6. Là. Ouais, Donc les Eagles jouaient effectivement. bien, mais comme là, il y a même eu des chicanes un peu dans le vestiaire que les deux receveurs étoiles, Devontae Smith et AJ Brown, sont genre big. On est deux des meilleurs receveurs de la ligue, puis tu passes pas la balle. Soit t'es pas capable de lancer ou genre faut changer de quoi parce que ils font de la course, ils font des touch-push. Puis la défense va bien, mais la passe, c'est vraiment un gros zéro. Là. Il y a zéro jeu à rien. Puis là, ça Mm. les a coûté contre les Broncos.
Donc, après ce match-là, ben, il y a un match très serré entre les Buccaneers et les Seahawks. Tout d'abord, Non, non, j'ai non. vraiment pas skippé. Pourquoi t'as skippé les Titans contre les Non, Cards? non, 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 je n'ai pas skippé ce Pourquoi t'as match. skippé les Titans et les Cards? Ben non, 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 les Cardinals, ils n'ont pas joué aujourd'hui. Ils étaient en bye week. T'as pas vu? Non, 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 Non? non. C'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de victoire de leur fiche qu'ils n'ont pas joué, c'est une défaite que ça s'appelle. Non, 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 non. Ils menaient 21-6, ils n'ont pas perdu, Ils là. menaient 21-6 avec un gars qui était à la ligne de 1 avec le ballon, avec personne qui le court après, qui allait pouvoir 28, mais qui a échappé le ballon parce qu'il est un peu dumb, puis finalement c'est les Titans qui ont gagné, puis la première victoire de Cam Ward, ouais, c'est ça, Oui, avec, quand même. les Titans, première victoire en carrière, après qu'il ait dit que oui, as. Oui, oui, c'est pas mal ça qui s'est passé dans votre match. Oui, oui. Il y a eu un match, en fin de compte. Oui, oui, les Cards ont bien joué. Ils sont fait poutrer par les Titans qui rapportent leur première victoire. Donc là, on peut passer aux Bucks contre les Seahawks maintenant. J'ai juste à dire une chose. J'ai fait un tweet tantôt qui résumait. C'était un gars de l'Arizona qui dit j'ai écouté comme 95% des matchs des Cards depuis qu'ils ont déménagé de Saint-Louis en 88. Puis c'est probablement la pire défaite que j'ai vue. Il était comme faut faire des changements, c'est rough, l'attaque elle marche pas en tant que Mais tel. Marvin Le gars qui échappe Harrison, les ballons. non, mais Marvin Harrison a actually un peu fait des catchs. Il a bien commencé le match, un gros catch. Pour vrai, juste si le gars qui a pas juste lancé le ballon, l'avait pas lancé, c'était une win. Ouais, en tout cas. Mais les Cards, pour eux, leurs deux victoires, là, déjà c'était contre les Saints et les Panthers. Ouais, ça va bien, ça va bien. Ça Mais tu va sais, bien. genre, sincèrement, les deux matchs, à chaque fois, ils ont manqué de se faire remonter. Là. Sincèrement, ils jouent pas bien. Là. Genre, pour Il vrai, pourrait là. être 0-5 Pour vrai, oui. Mais tu sais, comme, ils pourraient être autant être 0-5 que qu'ils pourraient être 5-0. 5-0, Ouais. tellement que les deux matchs avant qu'ils ont perdu, ça s'est joué sur le. Mais ça fait trois matchs de suite qui perdent, ça se joue sur le dernier botté. Là. Ok, bon, là, on va arrêter d'en parler, sinon je vais commencer à flipper une table. Déjà, il y a un petit match-up au niveau des uniformes rétro entre les Seahawks et les Buccaneers, j'avoue, très très sympathique. Donc, les Buccaneers, ça s'est joué là aussi sur le dernier botté, victoire de Tampa Bay 38-35, donc un gros match très serré là aussi. Les Seahawks, sincèrement, je trouve qu'ils surprennent parce C'est que si vraiment je me souviens surprenant. Ouais. bien, de ce que Jacob et Olivier disaient lors du preview, les Seahawks Ça n'a pas de s'attendaient pas à fou. Ouais. grand-chose. Puis pourtant, ils sont 3-2. Sam Darnold, oui, Puis, il a mal joué en série, mais c'est quand même pas un ouais, mauvais ils sont QB. 3-2, Là. mais comme tu t'as dit, ça finit très proche. Il aurait pu facilement être 4-1. Puis les Bucks, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui est 4-1. Puis la seule défaite qu'ils ont, c'est contre les Eagles. Donc Ouais. pour eux, c'était un excellent match. Comme tu as dit, Sam Darnold vraiment très bon. Là. Il y a encore 4 touchés aujourd'hui. Là. Sinon, après, ben, il y a les Lions qui ont remporté leur match 37-24 contre les Bengals. Les Bengals, j'avoue, je m'attendais à ce qu'ils se fassent un petit peu plus détruire que ça, surtout les Bengals sans Joe Burrow. Mais quand même, ils ont généré 24 points. C'est sympathique. Enfin, ils ont perdu, mais c'est sympathique. En tout cas, les Lions ont gagné, c'est ça qui est important. Sinon, les Commanders, victoire de 27-10 contre les Chargers. Donc, les Chargers, je me souviens plus exactement. C'est pas contre les Giants qui ont perdu la semaine dernière? Oui, C'est ça? ça fait 2 défaites de suite. Après avoir très bien Ouais. commencé, surtout en battant des grosses équipes comme les Chiefs. Là, c'est plus compliqué, surtout offensivement. Donc, il faudrait qu'un gars comme Lad McConkey se réveille un peu. Peut-être que ça va plus très bien le couple de Justin Herbert. Peut-être que c'est peut-être ça qui joue dans ça. On sait pas. Avec Madison Ah, Beer, peut-être que ça va pas ah, bien. ah. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Sinon, présentement, au moment où on enregistre, il y a un match en direct entre les Bills et les Patriots. C'est l'égalité 20-20. Je ne sais pas de ton côté si Duncan Kincaid et James Cook ont fait beaucoup de points dans ton fantasy. Mais Je veux pas parler de James Cook. Il est à 4,9 points. non? Ok, c'est bon. J'avais besoin de comme 30 points entre lui, Wordy là, qui va jouer demain, puis on sait même pas s'il va jouer, Ouais. Kincaid, puis mon kicker. J'avais genre besoin de 35 points. Ben là, il y a Kincaid qui fait sa part des choses avec 16 points. Puis James Cook qui avait fait 20 points toutes les semaines, il a fait 4. Il est à 4,9. Comment dire que j'ai passé de 68% de chance de win à 48. Ouais, donc, mais là, Ouais. si ça va en OT, parce qu'il reste 20 secondes selon l'application, ben s'il fait un toucher en OT, il y a plus de temps pour faire des points. Moi, je le sens, là, Ah! une course de 70 verges pour le toucher. Ouais, ok, c'est bon. Puis sinon, ben, demain, il y a un match entre les Jaguars de Jacksonville et les Chiefs de Kansas City. Donc, comme tu l'as dit, Xavier Worthy, on n'est pas sûr qu'il joue. Il est questionable pour demain, comme deux autres joueurs des Chiefs aussi. Donc, ça va être à surveiller, ça aussi. Il va falloir faire attention. Les Jaguars, ça paraît pas de même. Ils ont une fiche de 3 victoires, une défaite. C'est actually pas une mauvaise chiffre pour Jacksonville, donc il va être quand même à surveiller.
Mais les Chiefs, ils ont l'air d'être un petit peu plus sur leur lancée. Là. Ils ont connu comme 2 grosses victoires. Ben, contre les Giants, ça jouait mal. Là. Mais en tout cas, au moins contre les Ravens, il y a eu une grosse victoire là-dessus. Puis il faut rappeler que cette semaine, il y avait 4 équipes qui étaient en bye week. C'est les Falcons, les Bears, les Packers et les Steelers. Sinon, rapidement, avant qu'on passe au prochain sujet, on peut parler rapidement des matchs de la semaine prochaine. De la semaine 6, tout d'abord, il va y avoir les Eagles contre les Giants. Sinon, les Broncos contre les Jets. Une autre victoire facile. Non, mais moi, c'est le public européen. C'est comme. Pourquoi le public européen, ils sont obligés de se manger comme les Vikings 2 matchs, les Browns et les Jets. Genre, pour eux, ils n'ont pas de respect envers Londres. Comment ça se passe? Sinon, Rams, ça serait bon. Si c'était les Ravens complets. Ouais, c'est ça. Si Lamar est là, peut-être qu'il y a des chances. Sinon, ça va être Cowboys Panthers. Les Colts, ils risquent de gagner contre les Cards. Je ne vais pas me faire de faux espoirs. Jaguars Seahawks, ça peut être intéressant, tout dépendant. Chargers Dolphins. C'est rough un peu les matchs qu'on a. Là. Steelers Browns. Saints Patriots. Raiders Titans. Non, pour vrai, c'est rough les matchs. Il y a Buccaneers 49ers. Ah, c'est un très bon match. 16h25 dimanche prochain. Donc, 2 équipes qui sont 4-1. Sinon, tu as Packers Bengals. Chiefs Lyon. Ça aussi, ça peut être intéressant. Très bon match. Donc, ça va être à surveiller aussi. Puis lundi prochain, on a 2 matchs, Falcons Bills puis Commanders Bears. Donc, ça va être à surveiller. Il y a 2 équipes en bye week, les Texans et les Vikings. Okay. Donc, ça va être à surveiller. Pour les matchs de la NFL la semaine prochaine, maintenant, on peut passer au baseball parce que les playoffs sont commencés. Tu peux nous faire, PO, si tu peux nous parler un peu des résumés. Tout d'abord des séries de premier tour, puis maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans le deuxième tour pour l'instant. Donc, au premier tour, il y a eu une seule série qui s'est décidée en 2 matchs. Donc, l'équipe a gagné les 2 matchs. Je dirais que c'est les Dodgers qui ont vraiment dominé les Reds, même pas été proches. Donc, les Dodgers passent au prochain tour. Ensuite de ça, il y a eu les Cubs contre les Padres. Donc, Hugo doit être content. Il était venu nous parler des séries. Ces Cubs ont gagné. Mais un de nos amis d'ATM, Arnaud, lui, est moins content. Son équipe, c'était les Padres. Donc, les Cubs l'ont remporté. C'était une série qui s'est finie en 3. Après ça, il y a eu les Yankees contre les Red Sox. Une très bonne série remportée par les Yankees en 3 matchs. Par la suite, les Tigers qui s'étaient fait rattraper au classement par les Guardians en saison. Plusieurs disaient que les Guardians allaient l'emporter, mais j'étais comme pas trop sûr parce que les Guardians, oui, c'est une bonne équipe, mais c'est parce qu'ils gagnaient tout le temps leur match 1-0, 2-0. C'était pas beaucoup d'attaques, donc j'avais de la misère à voir comment ils pouvaient marquer beaucoup de points. Puis c'est justement, ils n'ont pas réussi à marquer assez de points. Les Tigers l'ont remporté en 3 matchs. Donc c'était ça pour les premières rondes. Ensuite de ça, la deuxième ronde a commencé. On va garder les Blue Jays pour la fin parce que ça c'était quand même plaisant pour moi, fan des Blue Jays. Si on regarde du côté des Dodgers, le premier match, ils perdaient 3-0 et ils ont remonté ça à une victoire de 5-3. Donc quand même très bien contre les Phillies. Les Phillies qui plusieurs voient se rendre jusqu'en série mondiale. Donc moi justement, j'arrête pas de dire, parce qu'il y a quelqu'un à ma job qui est fan des Phillies, donc j'arrête pas de le niaiser en disant que les Dodgers vont gagner. Que là, quand je suis allé voir le match, j'étais genre, ok, est-ce qu'ils gagnent? Puis là, je voyais les Phillies qui gagnent 3-0. Je suis genre, oh, finalement, il avait vraiment raison. Je regarde, premier truc que je vois, 2 points pour les Dodgers. Puis après, ils ont remonté. Je suis genre, oh, trop facile, en fait. Ensuite de ça, il y a les Brewers qui ont détruit les Cubs 9-3. On pensait que ça, c'était une destruction. Avant de voir les Blue Jays gagner le premier match, 10-1 contre les Yankees. Facile de même. Vladimir Guerrero Jr. s'en vient à la plaque pour son premier coup. Paclao, il commence la série avec un circuit. Facile de même. Donc, ça a été dominance. Après ça, on va au deuxième match. En plus de ça, que lui, vous avez déjà vu sur notre chaîne, Jérémy Corriveau, était au match aujourd'hui. Puis, il était genre, j'espère que tu vas... J'y disais, j'espère que tu vas avoir une bonne game. Paclao, les coups de circuit qui sortent de partout. Un moment donné, c'est 12-0 pour les Blue Jays. Je sais pas trop comment. Guerrero a fait un grand chelem. Varsho a été très très bon aussi. Le lanceur Guy Savage a été incroyable en 5 manches et 1 tiers. Il a fait 10 strikeouts. 0 points ni coup sûr, vraiment été fantastique. Là après ça, les Blue Jays sont un peu moins forcés là, quand tu gagnes 12-0, que ça s'est terminé 13-7, mais au total dans les 2 matchs c'est 23-8, donc les Blue Jays ont juste besoin d'un match puis ils passent en finale de l'américaine, exactement. En tant que tel, qui vont affronter, en tout cas s'ils passent, ils affronteraient le vainqueur de la série entre les Tigers et les Mariners. Les Tigers qui ont remporté le premier match hier 3-2. En prolongation. Puis là en prolongation. Puis là, présentement, le deuxième match, c'est comment? Tantôt, c'était 2-2 la dernière fois qu'on a regardé. On va regarder, je te dis ça à l'instant. Donc, c'est 3-2
pour les Mariners qui ont gagné. Donc la série est égale 1-1. Puis les Ouais. deux matchs sont terminés 3-2. Donc ça s'est En terminé gros, en, c'est en rare en toute fin. Là. finale. Non, c'est vraiment plus défensif. Surtout que là, sur les 5 points marqués, il y en a eu 3 qui c'était en huitième manche. Donc, dans toutes les premières manches, il y a eu, dans les 7 premières manches, il y a eu seulement 2 points, dont 0 du côté des Tailleuses. Donc, c'est vraiment plus défensif. Pas comme elle des Blue Jays où ça finit 13-7, là, disons. Là. Ouais, effectivement. Sinon, dans la nationale, y a-tu des matchs 2 aujourd'hui en tant que tel? Non, ça va être les deux autres matchs, ça va être demain et lundi. OK. Ben voyons, Milwaukee, Chicago, puis Philadelphie, Los Angeles, c'est bon. Donc, on va vous tenir au courant la semaine prochaine, lors du prochain épisode pour la suite des séries dans la MLB. Sinon, du côté de la WNBA, c'était le début de la finale vendredi passé entre les Aces de Las Vegas et les Mercury de Phoenix. Donc maintenant, le vélo, je ne saute pas du tout le sujet, vraiment pas, parce que le Mercury est en train de perdre la série 2-0. Le premier match a été très très serré, victoire des Aces 89-86, donc ça on peut pas dire que c'était un gros match. C'était pas très très serré, c'était pas une domination mettons, mais aujourd'hui deuxième victoire des Aces, victoire de 91-78, donc un petit peu moins serré aujourd'hui. Mercury qui sont un peu là comme des underdogs, puis à date ça paraît en tant que tel. Pourtant il a fini quatrième de la ligue, les Aces deuxième, c'était pas trop loin mais quand même. Le prochain match va être mercredi en tant que tel. Puis le match 4 va être vendredi, les deux matchs qui vont être à Phoenix. On rappelle, la finale, c'est du 4-7. Puis aussi, dans la WNBA, il y a un truc à savoir, c'est que présentement, il y a un petit peu de tension. Il y a certaines joueuses qui commencent à bâcher la commissaire de la Ligue, qui trouve vraiment dégueu. Puis en tant que tel, en gros, il faudrait que je retrouve le nom de la commissaire de la WNBA. Ben, en gros, il y a une joueuse qui est allée la voir et qui parlait des problèmes d'arbitrage dans la Ligue. Qu'elle avait dit, ouais, non, c'est juste les losers qui se plaignent des arbitres. Mettons que c'est rough, là. Tu es la commissaire de la Ligue, c'est comme Tu si penses Gary que tu vas Bettman avoir fait plus comme. une réponse sérieuse, Ouais, professionnelle? tu sais. Alors, on va regarder, je te reviens avec ça. Non. Ah, t'es juste une loser, ça reste de chialer, là. Ouais, c'est ça. C'est comme si Gary Bettman était genre, yo, non, là, t'as pas être là. En tout cas. Déjà que Gary Bettman n'est pas né, là. Fait qu'en gros, il y a plein de joueuses qui veulent que la commissaire. Ben, il y a plein de fans, même de la WNBA, de personnes en tant que telles, de fans, qui veulent que la commissaire s'en va. Puis probablement qu'elle s'en va parce qu'en gros, il y a les négociations qui arrivent prochainement. Puis je pense qu'ils ne sont pas capables vraiment de trouver un accord entre la Ligue et les joueuses, l'association des joueuses. Donc ça va être ça va être intéressant à suivre en tant que tel, mais sinon la finale qui continue. Puis sinon, finalement, pour l'actualité, au niveau du vélo, c'était les championnats européens cette semaine, cette fin de semaine en tant que tel. Tout d'abord, aux côtés du contre-la-montre. Non, ça, on avait parlé la semaine dernière avec Remco Evenepoel qui avait été champion européen, en plus d'être champion belge, champion du monde et champion olympique. Mais il y a eu la course sur route. Déjà, du côté féminin, c'est Demi Vollering qui s'est repris un peu de son Tour de France féminin et de son championnat du monde raté, qui est donc championne européenne devant Kasia Nivadoma et Anna van der Breggen. Donc, en gros, c'est les gros noms de cyclisme féminin qui se sont imposés. Pas de Pauline Ferrand-Prévot là-dessus. On sait qu'elle a mis fin à sa saison. Elle se sentait était peut-être un peu malade, un peu fatiguée aussi. Elle a gagné le Tour, ça peut être compréhensible. Puis sinon, du côté masculin, Pogacar a gagné. Est-ce qu'on est surpris, tout le monde? Moi, oui. Moi, je pensais que ça allait Ouais. être. Ouais, non, je pensais que ça allait être Pogachar. Ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement. Donc, Tadej Pogacar qui a remporté. Toutefois, ça a été plus serré. La Oh, semaine oh. dernière, il y a 2 semaines, lors des championnats du monde, il a mis 1 minute 30 à Evenepoel. Là, il a juste fini avec 31 secondes d'avance. Ah, bon. Déjà, c'est une C'est très admiration. serré. Ouais. Evenepoel, qui a fini deuxième, il s'est dit euh, je vais pas exploser, je me sentais vraiment mieux. C'est juste dole qu'il y avait pas de. Il y avait une mauvaise collaboration entre les membres du groupe de compte parce qu'il était quatre. Il était avec Paul Sexas, Juan Ayuso et Christian Scaroni. Donc, il était un peu comme ça collabore pas bien. Donc, en tant que tel, il aurait aimé que ça collabore mieux. Donc, Evenepoel qui a fini deuxième. Puis, troisième, Paul Sexas, que lui, ce qui est impressionnant, le français, c'est qu'il a eu. C'était sa fête le 24 septembre. Et là, il fallait dire, OK, il y a eu quoi, 23, 24 ans? Non, il y a eu 19 ans. Donc, le gars, il est plus jeune que moi, littéralement. Puis le gars vient de finir troisième des championnats du monde, des championnats européens de cyclisme. Il y a Sachant qu'il a été bonne année, disons. il y a un très bon avenir. Je peux comprendre les Français d'être hype, d'avoir potentiellement leur futur star de classement général, puis vraiment une vraie, là, pas un David Gaudu, là, genre pour une vraie en Paul Sexas, donc il va chercher la médaille de bronze. Sinon, c'est Christian Schiavoni. Puis aussi, c'est Tom Scoins qui finit cinquième. Ça, c'est le gars, c'est un peu le gars, c'est pas mid, mais tu sais, c'est comme l'équipier, il se monte jamais. Puis dans toutes les courses où il y a le maillot, le laiton, il finit toujours cinquième. Donc, tu sais, écoute, il est rendu à ce niveau-là, Tom Scoins, donc c'est assez solide. Niveau cyclisme en tant que tel, d'ici la fin de la saison, il reste 2 courses World Tour. C'est le Tour de Lombardie puis le Tour de Guangxi. Le Tour de Lombardie, c'est peut-être le seul truc qu'on va parler. Pogacar risque de gagner encore, parce que le Tour de Guangxi, avec tout le respect que j'ai pour
la Chine, c'est pas la course qui est le plus haut niveau, là, on va se le dire. Parce que c'est pas la course que tout le monde attend. C'est comme mi-octobre, il commence à faire froid. J'ai juste une question, parce que, comme tu sais, je suis pas le plus grand fan de vélo, je connais pas assez ça. Avec toi, là, je commence à connaître les grands noms. Est-ce que la Ouais. dominance de Pogacar qu'il y a, est-ce que ça peut ressembler genre au grand des sports, genre un Wayne Gretzky, un Usain Bolt, tout ça, ou... Ben, Parce que j'ai l'impression si, que s'il fait la course, c'est sûr qu'il est top 3 puis souvent c'est pas 3 puis 2 là. à part à Québec, il n'y a pas longtemps, ce qui s'est vraiment raté en tant que tel. Mais écoute, là, je vais y aller en termes de vélo. C'est très similaire à ce qu'Eddie Merckx faisait dans les années 60-70, qui était ultra dominant. Puis ce qui est vraiment impressionnant avec Pogacar, c'est contrairement à d'autres qui chiolaient dans les années 2010, oh, la Team Sky, c'était plate, Froome, il dominait, puis c'était pas drôle, puis c'était plate. Puis le truc, c'est que Froome, lui, il était bon sur les grands tours. Mais tu sais, sur les courses d'un jour, sur les classiques, il n'était pas nécessairement très, très bon. Pogacar, il est bon sur les grands tours, sur les courses d'une semaine, sur les classiques d'une journée. Il est bon sur tous les parcours. C'est ça qui est vraiment impressionnant avec Pogacar. Il peut gagner partout, à part peut-être des arrivées en sprint. Hein. Mais sincèrement, c'est ça qui est impressionnant. Puis avoir en plus, il vient d'avoir 27 ans à peine. Donc, il est encore dans son prime. Là, il n'achève pas en tant que tel. C'est de la grosse. Il est fort. Là. Ça peut être de la grosse domination. Il est encore jeune. En fin de carrière, je pense qu'on va pouvoir. Ben, déjà, on en parle. C'est un grand du vélo en tant que tel. Mais ouais, non, ça va être vraiment à surveiller. Là. C'est très, très impressionnant ce qu'il fait. Aussi, rapidement, sur le championnat européen, la dernière fois que j'avais parlé du championnat du monde, j'avais parlé du fait qu'il y avait comme 160 coureurs au départ et qui ont fini 30. Championnat européen, on avait 90 au-dessus au départ, ils ont fini 17. Trop facile ou. On dirait que c'est en tout cas. Mais Mais on ouais, dirait que quand ils c'est voient qu'ils rough. ont Là. pas de possibilité de faire un bon temps, ils décident juste de passer à autre Ben, chose. tu sais, personnellement, tu check, je parle de l'équipe slovène. Là, si t'as aidé Pogacar, ok, c'est bien good. Après, t'es droppé, t'as plus rien à faire dans la course. C'est comme tu drops, c'est normal. Aussi, pas Remco Evenepoel, mais c'est Jonas Vingegaard qui participait. Il a dit oui, je vais m'améliorer sur les courses d'un jour. Je vais profiter de l'expérience de Mathias Kelmos, qui est un de mes coéquipiers danois. Il s'est fait dropper à 100 km de l'arrivée. Donc, Vingegaard, les courses d'un jour, c'est pas son truc. Donc, c'est un truc qui est vraiment du Pogacar en tant que tel. Donc, c'est pas mal tout pour la côté actualité. Maintenant, on va pouvoir passer au dernier bloc de l'émission. Ça va être le bloc preview. PO, est-ce que tu voulais commencer par preview les Canadiens, puis Mais après les prédictions pour la Ligue juste ou avant de faire ce l'inverse? preview-là, on peut Oui. passer aussi à nos Ah oui, 3 c'est correct. étoiles, les 3 étoiles de la semaine Trois avant. étoiles de la semaine, oui, effectivement. Donc, est-ce que tu veux nous parler de la première étoile de la semaine, George Russell? Oui, effectivement. Donc, on a choisi de prendre George Russell comme première étoile de la semaine. Parce qu'il a vraiment été dominant, sincèrement. Il a sorti un gros week-end. Il faut le rappeler, cette année, c'est le seul pilote, ni McLaren, ni Verstappen, qui a gagné une course. Puis c'est sa deuxième victoire cette année. Il n'a pas semblé menacé du tout. En qualif, il a fait 2 tours ultra dominants. J'en pourrais, j'étais comme, OK, tout c'est qui sort ça. Donc, en tant que tel, George Russell, vraiment calme tout le long, hyper solide. Cette année, c'est vraiment solide en tant que tel. George Russell, il est incroyable. C'est vraiment pas le pilote que j'apprécie le plus, mais pour elle, il faut dire que c'est comme un des meilleurs pilotes cette année. Notre deuxième étoile, maintenant, on a choisi de prendre un gars qui s'est beaucoup illustré. On en a parlé avec le baseball, ben c'est Vladimir Guerrero Jr., parce qu'il est vraiment excellent. Si tu peux en parler un peu plus, Il a même si on en a déjà été, parlé pas mal. il a été vraiment bon dans ces 2 matchs. Il y a eu 6 coups sûrs en 2 matchs. Il y a eu 3 points que lui a rentré, 6 points produits, 2 coups de circuit, dont un grand chelem. Vraiment été incroyable. Honnêtement, j'aurais pu prendre quasiment n'importe qui des Blue Jays. Vraiment, offensivement, ça a été incroyable. Si le lanceur que j'ai parlé tantôt, Yé Savage, avait joué plus longtemps, j'aurais pu le mettre, mais il a joué seulement un match, puis ça a été 5 manches. Donc vraiment, Vladimir, je trouve qu'il a été très très bon. Puis à ma job, j'en parlais avec d'autres personnes, puis en niaisant, je disais, les Blue Jays ont réussi à être premiers de leur division, puis Guerrero, il jouait bien, mais sans plus. Puis là, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, il se gardait pour les séries, là, vous allez voir, là, il va exploser. Puis là, bam, 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 il a explosé pour vrai, donc je trouve ça quand même assez drôle. Et pour la troisième étoile, on a choisi CJ Stroud, le corps arrière Oui. des Texans, qui a été vraiment très très bon. Et 4 touchés dans sa victoire contre les Ravens, 244 verges par la passe et 30 verges par la course. Donc lui, CJ Stroud, en début d'année, on était genre, ouais, ça commence à être difficile. Est-ce que c'est vraiment un jeune carrière élite ou finalement c'est plus un bust? Puis là, dans les 2 derniers matchs, surtout celui-là, vraiment, il a explosé. Mm. Mais il y a plusieurs autres joueurs que j'aurais pris. Sam Darnold, s'il avait gagné le match, je pense que je l'aurais choisi. Lui aussi avait été dominant. Donc, CJ Stroud, troisième étoile, deuxième étoile, Vladimir Guerrero et première, George Russell. Je pense que c'est très bon Oui. pour cette semaine. Ouais. Donc maintenant, on peut passer au moment preview. Donc, PO, je vais reprendre ce que je disais. Euh,
est-ce que tu peux commencer par les previews de la Ligue nationale en tant que telle, puis finir avec les Canadiens, ou tu veux commencer avec les Canadiens et finir avec les previews de la Ligue? Je pense je vais commencer avec les Canadiens, ça va être plus simple comme ça. Ok, c'est bon. Donc si on regarde les signatures des Canadiens, c'est pas vraiment là qu'ils se sont vraiment ils ont pas fait de gros coups de circuit, puis ça c'est pas surprenant parce que Kent Hughes l'avait Non, déjà Jaden Struble, c'est pas une grosse signature. je pense Veleno, ça c'est une grosse. Ça c'est gros, ça c'est gros. Alex Belzil, ça c'est encore plus gros. Ça c'est non, Non, Marc Del Gaiso. ah, on marque Del Gaiso. Ok, non. En gros, Kent Hughes, il avait déjà dit que lui, dans les agents libres, il va pas aller payer un gars trop cher pour tout ruiner son cap salarial. Puis comme on le sait. Dvorak. Quoi? Hein? Dvorak, c'est ça. En plus, nous, on cherchait un deuxième centre. On s'est dit, on va peut-être signer un deuxième centre. Juste pour vous dire, Dvorak, au 1er juillet, il a signé 1 an, 5,4 millions. 5,4 millions pour Dvorak. Je pense que c'est correct qu'on n'ait pas signé un centre aux agents libres, en fait. Donc, les signatures qu'on a fait 3 prolongations de contrat. Sean Farrell, 1 an, 775 000. On va passer à d'autres choses. Jacob Dobesch, 2 ans, 975 000 pour un backup qui est quand même assez respectable. Ça fait la job, il est encore jeune, on peut voir ce qu'il va faire. Et comme tu en as parlé, Jalen Struble, 2 ans, 1.4, 1.25, faut être précis, par année. Donc lui va se battre comme 6e, 7e défenseur avec Jack Ayre, rien de wow. Ensuite de ça, probablement que je pourrais dire notre 8e défenseur. Donc s'il y a un blessé, ça va être un des premiers à être rappelé. C'est justement Mark Del Gaiso. Il a joué 42 matchs l'année dernière avec Nashville. Rien de wow. Nashville était pas super bon, mais bon, c'est un joueur que si on a des blessés, il pourrait monter. J'ai pas détesté son camp d'entraînement. 1 an, 775 000. Alex Belzil, 1 an, 775 000. Sammy Blais, 1 an, 775 000. C'est des joueurs de profondeur. Joe Veleno, de ce que j'ai compris, avec les retranchements des Canadiens aujourd'hui, il va être probablement l'extra. Kapanen a fait réussi à être le 12e attaquant. Il va probablement jouer avec Demidov. Il a vraiment bien fait dans le camp d'entraînement. Et Joe Veleno, de son côté, ben, lui, va être le 13e attaquant qui peut jouer au centre, peut jouer à l'aile. Donc, c'est pas grave non plus si on le laisse comme extra. Parce que Florian Jacquet, au début du camp, moi, je disais, non, Florian Jacquet, c'était sa première année professionnelle l'année passée. Il joue au 4e trio de Laval. Oui, il a réussi à marquer 24 buts, mais là, prenez votre pouls peut-être dans 2-3 ans si jamais. Mais vraiment, il a surpris au camp d'entraînement. Il était vraiment bon. Mais en même temps, justement, s'il est 13e attaquant puis qu'il joue pas, j'aime mieux qu'il soit dans les 2 premiers trios à Laval puis qu'il y ait des minutes. Un gars comme Veleno qui est plus vieux, j'aime mieux comme extra. Et le 2e gardien de Laval, Capo Kakkonen, qui pourrait remonter sans avoir besoin de monter Falleux si jamais il y a un blessé. 1 an, 1,150 millions de dollars du côté de Capo Kakkonen. Donc ça ressemble à ça pour les signatures. Là maintenant, du côté des transactions, il y en a eu 4. Donc une qu'on avait déjà parlé, que je vous ai pas mis sur le graphique, que vous voyez maintenant à l'écran, celle de Carey Price, qui avait été échangé aux Sharks. On a parlé quand c'est arrivé. C'est vraiment une transaction juste contrat, c'est rien de qui va changer vraiment à l'équipe. Donc si on regarde les vraies transactions qu'il y a eu, premièrement, Kaden Primo s'en va au Hurricane contre un choix de 7e tour en 2026. Donc pas grand chose là non plus. Donc là, les 2 vraies grosses transactions. Premièrement, il y a eu Noah Dobson qui a été échangé aux Islanders de New York contre Emil Heinemann. Je l'aimais quand même bien, mais c'est un joueur de 3e, 4e trio, rien de plus. Et 2 choix de premier tour, parce que comme vous le savez, au dernier repêchage, le Canadien avait 2 choix de premier tour, donc 2 choix de premier tour de 2025, qui est devenu Victor Eklund. Si je peux vous résumer rapidement, c'est qui Victor Eklund? C'est un peu une comparaison un peu boiteuse, mais c'est Paul Byron avec beaucoup plus de talent. En gros, c'est un gars qui peut jouer sur ton 3e, 2e, premier trio, très rapide, qui est quand même responsable défensivement, que tous les coachs vont aimer, un ailier de petit gabarit. Mais, comme je vous dis, Eklund a vraiment plus de talent qu'un Paul Byron. Mais c'est le même style un peu que j'ai trouvé à expliquer. C'est quand même un joueur que j'aimais beaucoup. Et l'autre, c'est Keishon Etchison. Si vous voulez que je vous le compare, c'est Harbert Jacquet, mais qui marque plus de buts, qui fait plus de points, puis qui fait moins de gaffes. Mais genre, c'est un gars qui va se battre souvent, qui va donner des grosses mises à l'échec, puis qui a quand même un bon tir frappé. Donc, ça ressemble à ça pour cette transaction-là. Puis Noah Dobson, j'ai dit comme si de rien n'était, mais Noah Dobson, c'est un des 10 meilleurs défenseurs droitiers de la ligue. Il y a même un débat pour qu'il soit top 5. L'année dernière, ça a été plus compliqué avec Patrick Roy, ça avait comme des tensions, ça marchait moyen. Mais l'année d'avant, il avait fait 70 points, un défenseur de 70 points, en étant quand même, c'est pas le meilleur défensivement, mais comme il se débrouille, c'est pas une plaie non plus. Puis il est très grand, il est comme 6 pieds 4, il est très mobile, il a un bon tir frappé. Pour vrai, toute qu'une acquisition, ça va changer la défensive pour les 8 prochaines années minimum, parce qu'en échangeant le joueur, il a aussi été signé, c'est comme un sign and trade, comme il a été signé officiellement avec les Islanders avant d'être échangé, c'est pour ça qu'il n'est pas dans les signatures, mais techniquement comme c'est... Marner Ouais, comme un peu Marner Marner, avec ouais. Vegas.
Que techniquement, non, il n'est pas signé, mais c'est nous qui l'ont signé 8 ans, 9,5 millions. Et ça aussi, tu avais parlé de Jackson Lacombe et de Luke Hughes qui va un peu guider pour le contrat de Len Hudson qui est à signer à la fin de la saison prochaine. Oui, Luke Hughes a signé 9. Oui, Lacombe a signé 9 et Len Hudson est meilleur, donc je pense que 9 c'est un minimum. Et si tu regardes Noah Dobson, Len Hudson, s'il connaît une saison de 70 points, il se dit ben minimum 9,5. Si c'est pas 10, 10,5, 11 millions. Donc on va voir qu'est-ce qui va arriver. Et l'autre transaction que je m'entendais pas du tout, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait que soit on voulait aller chercher un deuxième centre, ou soit on était intéressé par Jordan Kyrou à l'aile. Donc il y avait plusieurs rumeurs qui disaient avant le 1er juillet, parce que je pense qu'il y avait c'était la date avant que sa trade no movement clause arrive. Donc là, il y avait plusieurs rumeurs qui disaient on va aller chercher Kyrou. Finalement, on apprend une nouvelle. Il y a un échange avec les Blues qu'on est déjà. Kyrou peut-être. Finalement, c'est Zach Bolduc. C'est quand même un très bon joueur, mais c'est sorti un peu de nulle part et ça a été seulement contre Logan Mayou. Donc on a juste payé Mayou qu'avec Noah Dobson et dans les plans de Rainbacker aussi à droite. Il y avait comme plus tant de place pour lui avec les Canadiens. Oui, ok, moi non plus, j'aime pas Rainbacker, mais j'aime mieux Rainbacker que Logan Mayou, faut se dire. Et donc, pour avoir un gars de Zach Bolduc qui a marqué 19 buts, dont plusieurs après les 4 nations, donc il s'est amélioré en deuxième moitié. L'année passée, c'est sa saison recrue. Donc, il a vraiment été très très bon. Donc, Zach Bolduc pourrait être très très bon. Là, dans le cas d'entraînement, il a été moyen, mais on a appris en toute fin de camp d'entraînement qu'il était au jour le jour, blessure. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va donner, mais c'est un joueur d'énergie qui peut vraiment être bon. Donc, on n'a pas été chercher de centre numéro 2, mais vraiment Noah Dobson et Zach Bolduc, c'est deux très bonnes acquisitions, je peux rien dire là-dessus. Donc justement avec tout ça, si on regarde l'alignement partant des Canadiens de Montréal, après avoir regardé tous les matchs préparatoires, j'ai l'impression que ça va ressembler à ça, surtout pour les deux premiers trios. Donc Cole Caulfield, Suzuki Slav, aucune surprise là-dessus. L'année passée, ça allait super bien. Pendant le camp d'entraînement, ils ont joué ensemble, ça a bien été. Suzuki, on le sait, un joueur de plus d'un point par match. Caulfield, probablement qu'il va marquer 40 buts. Puis toi, je sais, t'aimes pas Slav, mais il va faire au moins 60 points cette année, je pense bien. Donc, ça peut être un trio vraiment. 50. 50. Hey, Yobi! Si tu veux que je me fâche, là. Non, on n'en repart pas là-dessus, là. Slav, là. Mais de toute façon, c'est pas moi le plus grand défendeur de Slav. Là. Si vous avez déjà vu sur mon TikTok personnel, j'ai fait une vidéo au repêchage de Slav. J'étais pas très content. Moi, je voulais Shane Wright. Ils ont pris Slav. Finalement, bonne réponse, c'était coulé. Donc, dans tous les cas, j'étais pas mieux que les Canadiens. Bon. Si on va sur le deuxième trio, c'est un trio que je m'attendais pas à ce que ça soit ça, un peu le deuxième trio. Ça a vraiment sorti de nulle part. Ils l'ont essayé. Ça a vraiment cliqué pendant plusieurs matchs. Ça avait commencé dans les matchs des recrues, Kapanen et Demidov, ils jouaient bien ensemble. Et là, dans les matchs préparatoires, ils ont rajouté Newhook. Et honnêtement, Newhook, Kapanen, Demidov, ça a probablement été, après le trio de Suzuki, le meilleur trio. Vraiment été dominant. Kapanen, Demidov, on dirait qu'il y a une chimie qui s'en vient. La vitesse de Newhook, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, j'ai hâte de voir si ce trio-là va rester. Puis, qu'est-ce qui me fait dire que ça va être lui le deuxième trio? C'est que dans le dernier match préparatoire, c'est un des seuls trios qui n'a pas joué d'un vrai trio. Puis Martin, c'est lui, quand on lui a posé la question pourquoi il n'a pas joué, il a fait ces trois-là ensemble m'ont montré assez. Donc clairement, ça veut dire de quoi. Et ensuite de ça, si tu vas par élimination, ça amène que le quatrième trio, c'est Anderson, Evans, Gallagher. Parce que ça, c'est comme un trio plus d'énergie, plus responsable défensivement, que tu peux mettre un peu contre n'importe qui. Donc là, le troisième trio, par définition, ça devient Bolduc, Dak, Laine. Je sais pas à quel point ça peut fonctionner, parce que c'est pas des marchands de vitesse. Bolduc, c'est probablement le plus vite des trois. Est-ce qu'ils vont essayer? Parce qu'ils ont pendant le match préparatoire, des fois Gallagher jouait avec Dak ou Bolduc. Mais si tu mets Laine avec Evans Anderson, tu peux plus le mettre en défense. Donc là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Mais si c'est le troisième trio, Dak, Bolduc, Laine, c'est pas plus grave que ça si il fonctionne un peu moins. Si tu as lui de Demidov qui peut fonctionner, puis lui de Suzuki. Donc j'ai hâte de voir. C'est quand même une bonne attaque qui je trouve intéressante. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette attaque-là des Canadiens? Ouais, c'est très solide, c'est très solide. Il y a juste que quelques points. Tu sais, déjà, le troisième trio, ça se pourrait très bien que Jake Evans monte dessus parce qu'on sait que Kirby Doc il est plus fragile qu'un. Tu sais, comme quand tu brises un verre en porcelaine plusieurs fois que tu essaies de leur coller avec la colle. C'est pas mal ça. C'est Kirby Doc. Mais ouais, c'est ça. Donc en gros, sinon, le truc, c'est que après. En tout cas, je dis ça sur Doc, mais l'année est hyper fragile aussi. Puis Newhook qui est comme recru à sa 8e saison. Fait que écoute, c'est comme. J'arrête de trop. Mais en vrai, c'est solide. C'est solide. C'est juste qu'il y a comme. Il y a des points d'interrogation.
Ouais, le troisième trio, surtout, là, c'est Ben, très même, lent. Là. ben Puis, même le deuxième, Kapanen, oui, ça fonctionnait bien, mais est-ce qu'il est capable d'être un deuxième centre pendant toute une saison? Il faudrait voir, parce que l'année passée, il a joué, mais quelques matchs seulement, donc c'est sa vraie première saison, avec Demidov qui est à première saison, et comme tu as dit, Newhook qui est à sa première saison depuis 8 ans. Euh, ouais. donc, on va voir, mais ça reste très intéressant. Ah, c'est très solide. C'est mieux Très que solide. genre 2022, disons. Là. Ouais. Non, c'est mieux que comme quand il fait jouer. Comment il s'appelait? J'essaie de me souvenir du nom là, du gars, là. C'était. Ben, il y a eu des fuck-alls, que je sais pas de qui tu parles, là. Il y en a eu là, des Condotta, Il y a, des il y Brand... Mitchell Stephens. Mitchell Il y a eu Stephens. Brendan Gignac, Mais Mitchell Stephens, je m'en souviens. Mais il y avait un autre gars de Ligue américaine. Je me souviens plus. Il était comme. Je me sens que c'était pas Mitchell Stephens. Son nom, c'était comme. Ça finissait par Doc. Je sais pas si ça dit Doc. quelque chose, hein. Doc. Me semble. Ben, si t'en Y retrouves, a-tu un. si tu nous le diras, là. Ouais. Mais, Un petit peu, je vais rechecker. ok. Sinon, je vais parler de la défensive pendant que tu cherches le joueur qui finit par Dox. Je sais pas trop, là, mais bon. Matheson avec Dobson, ça serait la première paire. Ils ont joué ensemble pendant le camp d'entraînement. Puis ça quand même, je trouve que c'est quand même très intéressant. Ensuite de ça, tu as Goulet qui jouerait avec Hudson. Hudson serait sur son mauvais côté, mais il l'a fait quelques fois l'année dernière. Puis c'est les Hudson qui va le tout faire. Et la troisième paire, ce serait Harbert Jackay et Alexandre Carrier. Selon moi, je trouve que Jackay amène plus que Struble, mais même si Struble l'a quand même bien fait, il s'est battu aussi durant le camp d'entraînement. Il a montré de la robustesse. Donc, à défensive, c'est Madison, Dobson, Goulet, Hudson, Jackay, Carrier. Puis honnêtement, je trouve que c'est vraiment une des meilleures défensives de la ligue, top 10. Pour vrai, très excellent. Dobson, ça peut être un défenseur numéro 1. Lane Hudson aussi. Goulet, un très bon défenseur s'il est capable de rester en santé. Puis Matheson, oui, il a fait moins de points la saison passée, mais il est quand même capable de jouer beaucoup de minutes. Donc lui et Dobson vont être utilisés à toutes les sauces. Et Carrier sur une troisième paire, ça fait très bien la job. Et en extra, c'est Struble, comme j'ai parlé, qui va se battre avec Jackay. Et avant que tu me parles de la défense, j'ai l'impression que tu as trouvé de qui tu parlais. Oui, c'est Brandon Baddock. Oh oui, Brendan Baddock! Ah, ça, c'est du fuck all, là, ça, là. Oh oui, j'aurais jamais retrouvé Brendan Baddock, là. Oh, wow. Il a juste joué un match, genre. Mais sinon, cette année-là, il y avait William Lagesson aussi. Là. Ça, Ah c'est non, rough. Là. il y a eu... C'était des années dures Cam- pour les Canadiens, là. Cameron Ellis, Laurent Dauphin, bien sûr. Tu parles de Laurent J'essaie Dauphin, de. bien sûr, comme si c'était un joueur de 300 points dans la ligue, là. Ben oui, Laurent Dauphin, tout le Il y monde avait sait ça, là. Corey Schooneman. Je Ah l'oublie, oui, lui. Corey Corey Schooneman! Schooneman. Je me souviens, ça, là. Je pense même qu'il y avait des minutes qu'il a joué sa première paire tellement c'était dégueulasse, là. Mais comme il y avait comme le match au mois de janvier contre les Panthers, que l'équipe qui était comme 16, puis Suzuki a quand même été un des seuls à pas pogner la COVID. Ouais, Là, tout le monde était mort. On avait... incroyable. Hey, non, ça c'était terrible. Là. On n'avait même pas un aliment complet. Là. Ça, c'était Ah grave. non, Là. genre, je pense que Montréal est arrivé avec 10 attaquants 5 def. J'en pourrais, là. Je pense. Puis le pire, c'est que ça avait été serré comme la moitié de la game. C'était les Panthers au bord. Ah, En tout boy. cas. Ça, c'était des temps Mais, rough. les temps rough, ouais. Bon, Mais sinon, sinon, oui. oui, la défense, ben, pourrait être solide à part Jackay. Mais sinon, Toi, t'es tellement le gros hater de Jack. Quand t'aimes pas quelqu'un, là, toi, tu l'aimes pas. Là. écoute, j'aime autant Souvent que j'aime Jackay. Hein, Ouais, les deux sont mid, là, comme on dit. ben, c'est les deux, c'est le bot qu'il faut que tu mettes parce que t'en as 5 bons, puis il faut que t'en Mais mettes un faut sixième. dire, Jacky, il amène la robustesse qu'on n'a pas dans le reste de l'alignement. Là. Ça, faut lui donner. Là. Ouais. Il pogne trop de pénalités souvent niaiseuses. Puis, mais par contre, il amène la robustesse, puis il y a la shérif cam. Oui, Fait que, la Sheriff Cam, puis ses publicités de Belle et la Bœuf avec son burger. peux-tu pleurer comment ça se passe? Mais, mais non, mais sinon, Def très très solide. Puis, Dans les buts si de tu me Montembeau permets, de Bêche. ben, ça aussi c'est solide. Montembeau pourrait être en train de montrer de plus en plus que ça peut être un starter. Maintenant, je pense que c'est quand même pas le starter que je préférerais avoir dans la ligue, mais ça reste solide. Tu peux aller chercher encore une trentaine de victoires comme l'année passée, ça peut être très bon. Dobesch, Ben on est si, d'accord qu'il est là en attendant que Fowler arrive. Moi, je pense c'est plus ça. Là. ben les deux Je suis pas sont là en Montréal attendant encore. de Falleux. Là. Ça va être Ouais. Montembeau de Bêche. Falleux joue une saison complète avec Laval. S'il domine l'année prochaine, il va être le backup. Après ça, l'année d'après, il va prendre la place de Montembeau. Et si Montembeau 30-35 victoires, Dobèche 10-15 victoires, ça peut facilement monter à 35, 40, 50 victoires pour les Canadiens. Donc ça peut être quand même intéressant. Donc moi j'aime bien l'alignement, je pense qu'il peut se battre pour une place en série, comme on a réussi à faire les séries l'année passée, mais là il faut se dire tout le monde, on a réussi avec 91,
Quand je vous rappelle que de l'autre côté, les Flames à 96 l'ont pas fait, puis les Canadiens de 2019 à 96 l'ont pas fait. Là. Que normalement, 91, tu fais pas les séries. Là. C'était vraiment un miracle. Donc, si on fait pas les séries, mais à genre 94 points, faut se dire que pour la progression des Canadiens, c'est pas non plus négatif. Je pense quand même qu'ils vont faire les séries, mais il faut pas non plus paniquer s'ils font pas une série. Là. C'est pas non plus toujours une pente comme ça dans une jeune équipe. Surtout quand tu checkes la ligne de centre, si t'enlèves Suzuki, c'est Kapanen, Dak, Evans. Là. Suzuki se blesse, il s'est jamais blessé. Je touche du bois, mon bureau est en bois. Je veux pas que ça arrive, mais genre, Suzuki se blesse, McKenna, on se bat pour lui. Là. Genre, quand ton premier centre, ça va être Dak, Kapanen, les deux premiers centres avec Evans, puis genre, ils vont mettre Bolduc au centre parce qu'il va y avoir personne. Non, ça marchera pas. Veleno peut pas jouer au centre? Oui, ben il y a Newhook aussi qui peut aller jouer au centre. Mais ouais, Veleno, l'extra en attaque qui va jouer au centre. Si Suzuki se blesse, on est mort. On est mort. T'as une blessure en attaque d'être mort. Là. Ils peuvent pas trade pour Drouin, il peut pas jouer au centre maintenant? Non, j'aime mieux qu'on parle pas de Drouin. Je l'ai toujours C'est défendu. sûr? Je l'ai toujours défendu. Mais en même temps, on a donné Sagacha. Puis je vais faire une petite parenthèse. Le seul problème que moi je reproche vraiment à Bergevin, il y en a plusieurs petits, mais le gros problème, c'est qu'il a trop fait d'échanges pour avoir un centre, puis l'échange, il allait chercher un ailier. Ou il draftait un centre trop tôt, ou il draftait un semi-centre, semi-ailier, puis il le mettait au centre. Galchenyuk, qui était meilleur à l'aile, ils l'ont essayé au centre. Drouin, ils ont essayé de le mettre au centre. Ils ont reach pour Kotkaniemi pour un centre quand il était classé 25e au classement, puis on l'a pris 3. Son seul problème, ça a toujours essayé de chercher un centre, puis il prenait tout le temps des faux ailiers, puis des centres pas bons. Jusqu'à temps qu'il prenne Suzuki. Mais il a pris Suzuki, mais à la base, il voulait fucking Cody Glass. Donc, son seul gros problème, je trouve, c'est ça. Ça a trop été tout le temps son problème d'aller chercher le centre. Donc, c'est juste plate que lui qui a fonctionné. Oui, il y a d'autres petits problèmes, mais sinon, quand tu regardes en général ces transactions, c'était pas dégueulasse. Mais ses signatures, Carl Osno va toujours s'en souvenir. Le défenseur qu'on pensait qu'elle allait être un bon défenseur de deuxième paire défensif, c'était exactement ça, mais pour le Rocket. Hein, trop facile. non, il faut dire que Marc Bergevin, surtout ce qui était rough souvent, c'était tes acquisitions à la date limite. Là. Parce que, excusez, là. Non, mais c'était pas des mauvais trades, mais c'était juste que c'était pas assez. Mais moi, je me suis toujours me souvenir de 2017. Là. Celle-là était rough. Là. Genre, pour Steve Ott, Dwight King. Andreas Martinson, là, c'est. C'est du pic. Écoute, on était supposé faire un deep playoff run avec Dwight King, là. Faut se le dire. Là. Ça, c'est rough. Donc, sinon, est-ce que tu voulais tout de suite passer pour finir tes previews de la saison dans la LNH? Ben, je vais aller avec les classements. Je vais vous faire une petite prédiction de mes classements pour chaque division. Et toi, tu vas réagir. Il y en a un ou deux que je t'ai un peu parlé. Les autres, tu les connais pas. Tu vas pouvoir dire tes premières impressions, un peu débattre si tu n'aimes pas mes choix. Donc, est-ce que quand je te fais une division, tu veux que je commence par les derniers ou les premiers? Les derniers. Ok, donc on va y aller avec la division Pacifique. Okay, c'est bon. Donc, en dernière position... Les Sharks. Oui! Bonne réponse! Mais je vois quand même une progression l'année passée, si je me trompe pas. Ils ont fait comme 50 points ou quelque chose comme ça, 51. Et là, je les vois plus être autour de 69, 70, peut-être atteindre ce point-là. Ben, je trouve que vraiment, Celebrini, il va prendre un autre step, déjà qui était très bon. Là, t'as Will Smith, t'as Eklund, t'as Toffoli, t'as quand même quelque chose d'intéressant. Je dis pas non plus qu'ils vont se battre pour les séries, je les vois quand même dans les 60, 70 points gros max. Donc ça reste une équipe qui va se battre pour les 5 dernières places de la ligue. Puis peut-être qu'à la date limite, ils vont vendre des joueurs puis ils vont finir avec encore moins de points. Mais bon, on va voir. Ensuite de ça, je vois le Kraken de Seattle. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une équipe de joueurs mid construits pour être mid et être mid. Et 79 points, c'est à peu près 1 point par match. C'est pas mal mid. En gros, ils ont plusieurs joueurs de deuxième, troisième trio, plusieurs défenseurs de deuxième paire. Donc moi, je vois rien de voir avec Seattle. Puis l'année dernière, il n'avait pas été fou non plus. Donc je les vois à 79 points. Ensuite de ça, je vois quand même un petit jump avec la prochaine équipe. Je mets Vancouver. Oui, je mets Vancouver en dessous de Calgary, Anaheim, toutes les autres équipes. Vancouver, je les mets à 87 points. Quand même une équipe que je vois se battre quand même un bon bout de la saison. 87 points, ça le fait. Ensuite ça, j'ai Calgary. Juste un peu en haut, 89 points. J'ai l'impression que Calgary sont en train de devenir un peu les Canadiens d'une couple d'années, qu'il y avait
quelques bons joueurs, un Kadri qui est le premier centre, qui est pas fou, mais genre dans le temps, nous, c'était Plekanec, Ouais. Desharnais, des trucs comme ça. Mais que la seule vraiment grosse raison, c'est qu'ils ont quand même une défensive pas pire et un gardien très bon. J'ai l'impression que c'est un peu le Ouais. parallèle avec Price. On avait quand même une défensive pas pire avec Markov, tout ça. Et en attaque, c'était moyen. Donc j'ai l'impression qu'ils vont être un peu là. Mais en même temps, Wolf, il est très bon, mais c'est pas Carey Price. Donc c'est pour ça que je les vois pas plus haut non plus. Donc 89 points. Je les vois un peu moins bons que la saison passée. La saison passée, ils m'ont quand même surpris avec 96. Et une Mm. équipe que je vois vraiment prendre un autre jump, peut-être se battre pour une place en série, c'est Anaheim. Je les vois quatrième de Ouais. la division. Je trouve vraiment que Leo Carlson va prendre un autre niveau. Ils ont signé McTavish. Là, les jeunes en défensive. Après ça, le Dostal, c'est un vrai gardien numéro 1. J'aime beaucoup qu'est-ce qu'ils commencent à construire. Je les vois pas non plus en série. Je les vois avec 92 points. Donc, atteindre les 90, se battre. Et sans surprise, les trois équipes dans le top, un peu comme ça fait plusieurs années que c'est pas mal ça. Les Kings avec 101 points, à peu près 100 points. Je les vois avec les troisièmes. Les Oilers, 106 points. Et Vegas avec l'acquisition de Marner. Ça reste une excellente équipe. Et là, ils ont ajouté un excellent joueur. Je les vois avec 112 points. Je les vois être le premier de cette division-là. Puis honnêtement, je serais très surpris qu'il y ait une autre équipe. À part Edmonton, il n'y a aucune équipe. Je les vois être proches de Vegas. Toi, qu'est-ce que tu penses de mon classement de la division Pacifique? Moi, je mettrais Seattle au-dessus de Vancouver. Ah ouais, Ouais. Vancouver, t'es vraiment pas dessus, t'es aimes vraiment Non, pas. non, Vancouver, je m'attends à un shit show cette année. Je Mais m'attends en même temps, je les peux Kings. comprendre. Ils ont échangé JT Miller, ils l'ont remplacé par Chitil comme deuxième centre. Peterson, il est toujours pas repris son niveau. Quinn Hughes, peut-être qu'il va être échangé, on sait pas, il va aller jouer avec ses frères. Demko, il se blesse tout le temps. C'est vrai que c'est pas fou non plus, mais en même temps, ouais, non, je peux comprendre pourquoi tu mettrais avant dernier la division, je serais pas surpris non plus, là. Mais sinon, je suis entièrement d'accord avec le reste de ton classement. Ce qui est rough, c'est que tu ne prévois que pour une cinquième année de suite, ça va être une série de premier tour Kings Oilers. Puis honnêtement, pour une cinquième année de suite, je prévois que les Oilers vont les Les Oilers démonter, vont là. sortir les Kings. Parce que là, les Kings, j'ai eu de la misère à les mettre plus bas parce que j'ai l'impression que c'est peut-être une des plus faibles divisions de la Ligue, la Ouais. Pacifique. Parce que en défensive, ils sont moins bons. Ils ont perdu Gavrikov, ils ont perdu Spence, ils ont remplacé par Dumoulin et Cici. Puis Kemper, est-ce qu'il peut reproduire la saison passée? Oui, c'est un bon gardien, mais il était finaliste au Vézina. Est-ce qu'il va vraiment l'être? Ça, c'est une autre question. Donc, Ouais. Puis il est j'ai l'impression. rendu comme il est à mi-trentaine Kemper, Ouais. là, tout tranquillement. Donc, j'ai l'impression Comme ça que vieillir aussi. les Kings vont faire les séries, mais encore une fois, ça va être dur de passer le premier tour. Donc, si on continue pour la deuxième division dans la division de l'Ouest, dans l'association de l'Ouest, c'est la division centrale. Ça, c'est une division que j'aime beaucoup plus que la division Pacifique. Je trouve que c'est une très bonne division. Donc, si on commence, à part la dernière équipe, qu'elle est vraiment dégueulasse, comme on dit, c'est Ouais. Chicago. 60 Mhm. points, je les vois être 60 points, peut-être même finir en bas de 60. C'est très rare qu'une équipe finisse dans les 50, mais 60 points, pas plus que ça. À part Bedard, ils ont échangé Chet Jones, Spencer Knight est très jeune d'un but. En défense, Vlasic, Korchinski, Lechunov, c'est tous des jeunes défenseurs. En Mhm. attaque, comme j'ai dit, à part Bedard puis Frank Nazar, Ouais, il y a c'est vrai. Bertuzzi, il y a Teravainen. Genre ça, c'est bien quand tu parles de ton deuxième, troisième trio, là. Pas quand tu parles de tes deux premiers alliés, là. Ouais, c'est Donato, rough, c'est rough. Donato. Non, Chicago, dernière position. Après ça, je vois quand même une grosse différence, là. L'autre équipe, j'ai mis 79 points, là. C'est un gros jump, là. Je pense vraiment que Ouais. Chicago va être dernier. C'est Nashville. Euh, Ouais. je vois rien de bon. Ils n'ont pas vraiment fait d'acquisition. Ils n'ont pas fait d'ajout. Stamkos commence à être plus vieux. Est-ce que Saros va revenir à son haut niveau? O'Reilly commence à être très vieux aussi. Marchessault, ça n'a pas super été fou l'année passée. Il y a Forsberg, puis aussi c'est encore très bien. Mais je vois rien de fou avec cette équipe-là. Il pourrait monter peut-être dans 80 points, mais sans plus. Ensuite, ça par-dessus, j'ai Minnesota avec 87 points que je Oh, prévois. ok. Donc, je Ok. pense que c'est une bonne équipe qui va pas être facile à battre, mais il n'y a rien de wow. Est-ce que les jeunes vont pouvoir se développer un peu comme Boldy, Rossi? Est-ce que Ziv Bouillon, ça va fonctionner? J'aime quand même l'équipe. Si, par exemple, ils se qualifient pour les playoffs à comme 96 points, je serais pas surpris comme la saison dernière, mais je le vois moins. Je pense qu'il y a plus de bonnes équipes dans cette division-là. Donc, en cinquième position, une équipe que je vois être une wild card avec 96 points, c'est les Blues de Saint-Louis. Je trouve que c'est une bonne Ok. équipe. Snuggerud va bien remplacer Zachary Bolduc en attaque. J'aime beaucoup Thomas, Buchnevich, Carew, c'est une bonne attaque. Défensivement, c'est ça qui me pose plus de questions. Parce que tu as Pareko qui est très bon, mais pour ça,
Krug, Leddy, ça commence à être pas mal vieux, tout ça. Après ça, oui, on sont allés chercher Logan Mayou, ça c'est quand même très bien. Mais ça commence à être vieux de ce côté-là de la défense, ça va être plus dur. Mais il y a Broberg quand même respectable en défense. Et dans les buts Bennington, tu flippes un coin, est-ce que ça va être bon, est-ce que ça sera pas bon? Donc pour la défense, comme j'ai dit, Pareko, Mayou, c'est pas fou. C'est pour ça que je les vois être en série, mais genre non plus assurés. Ils vont devoir se battre jusqu'à la toute fin. Ensuite de ça, l'équipe. Ça, c'est mon équipe surprise. Et même si moi, c'est pas une équipe que j'aimais, ça me fait mal de dire ça parce que si elle était restée en Arizona, toi, t'aurais beaucoup de fun à voir cette équipe-là. C'est Utah. Je pense vraiment que cette année, c'est là qu'ils vont rentrer en série. Je les vois approcher le 100 points. 99 points. J'ai vraiment confiance en Utah. Je trouve vraiment que l'ajout de Peterka, ça va être très très bien. Si Sergachev de Uzi reste en santé toute la saison, Vemelka dans les buts, c'est très bien. Premier trio, Keller avec Cooley, Gunter, je pense que ça va être un des meilleurs trios de la ligue. Cooley va juste être meilleur, c'est un jeune joueur. Ensuite de ça, t'as Schmalz, t'as Ayton. Vraiment, j'aime beaucoup cet alignement-là. Puis je pense qu'il peut se battre peut-être même pour le top 3 de cette division-là. Toi, comment tu feels de savoir que ça aurait pu être ton équipe à toi, là? Ben écoute, moi je suis content qu'on soit au Canada et pas aux States parce que ça veut dire que je peux me faire une overdose d'acétaminophène en pensant à ça sans avoir de problème. Donc je vais aller m'acheter du Tylenol puis en tout cas voilà. Mais Ok, si je continue, troisième. Eux, ils ouais, étaient premiers avant. Là, j'ai vu être troisième, c'est Winnipeg. Je pense quand même qu'il y a une bonne ouais. équipe, mais je pense qu'ils ont vraiment overachieve, comme on dit, l'année dernière. Je pense pas qu'ils peuvent atteindre encore ces niveaux-là. Mais 103 points, 105 points à peu près, 100, 103 points. Je pense que ça peut être une bonne saison pour Winnipeg. Ensuite de ça, juste en haut de eux, j'ai Colorado avec 105 points. Je pense que ça peut être une très bonne saison. Il y a eu Renaud Lavoie qui est passé à BPM Sport et qui a dit qu'il pense que Colorado pourrait sortir des séries. Je vais être honnête, je trouve que c'est une. Je vais être gentil dans mes mots pour pas aller trop loin. C'est de la foutaise. C'est rire de notre gueule. Ils ont une des 5 meilleures défensives de la ligue. Blackwood, c'est un excellent gardien. Ils ont réussi à faire des séries il y a une couple d'années avec Gorgiev, Gurbauer. Là, ils ont Blackwood, actually un bon gardien. En attaque, t'as McKinnon. T'as enfin un deuxième centre dans Brock Nelson. Ensuite de ça, Landeskog revient. T'as Nishushkin, t'as Lekonen. Non, 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 non. T'as Netchas. Non, 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 non. Impossible qu'il manque les séries. C'est se foutre de ma gueule. Et l'équipe que j'ai en première place, et je pense que, ouais, j'ai prédit que c'est eux qui vont gagner le trophée des présidents. Je les vois à 117 points. C'est les Stars de Dallas. Honnêtement, cette équipe-là est remplie du début à la fin. Que ce soit dans les buts avec Jake Oettinger, que ce soit en défense avec Miro Iskanen, Thomas Shirley. C'est très très bon. Ensuite de ça, en attaque, Rantanen, Rupi Hintz, t'as Duchesne, t'as Wyatt Johnson, t'as Maverick Bourque, t'as Seguin. Pour vrai, cette équipe-là, il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe-là, donc je les vois être premiers. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de ce classement-là de la division centrale? Euh, pour vrai, moi j'ai réfléchi entre des équipes entre 4 à 6. Moi, je pense que c'est surtout là que ça peut changer. Le reste, ça me choque pas plus qu'il faut, là, genre sincèrement. Bon, peut-être Chicago, j'aurais mis peut-être 2-3 dans la division. Mais non, mais en gros, moi je pense que ça peut être. Moi, je mettrais le Wild plus haut. Ah ouais? Tu penses qu'il Genre. peut quand même être popper? Ouais, moi je pense que le Wild. Ben tu penses qu'il peut faire les séries? Sinon t'enlèves qui? T'enlèves Utah, Saint-Louis, Winnipeg? Moi, c'est Saint-Louis que j'enlèverais des séries. Ah ouais, Pas. t'enlèverais Saint-Louis, même avec leur bonne Ouais. fin de saison qu'ils ont eu l'année dernière? Ouais, mais. Mais le Wild, tu sais, c'est comme les Leafs de l'Ouest, tu sais, ils vont faire les séries, ils sont sortis au premier tour. Tu sais, Ben ils c'est le sont un peu Wild. moins bons que les Leafs, là. Ouais, non, je sais bien, mais c'est comme. C'est le Ben, Wild. Là. Ils c'est sont qu'ils là, font ils font souvent le les playoff. séries, ils perdent en premier tour. C'est ça. Ben, tu sais, les Blues aussi, mais tu sais, en tant que tel. Ben, Mais le Utah, je Wild, suis d'accord, malheureusement, je pense qu'ils font cette année. Genre, le, ou si ils font pas, c'est proche. le Wild, la dernière série qu'ils ont gagné, je pense, c'est en 2015, si je ne me trompe pas. Donc, Ça pourrait très bien. ça Genre, fait un bout, là. genre, je repense, là, puis c'est très crédible. Pour l'instant, je me pose pas Donc, plus de questions. donc, si maintenant on va du côté de l'Est avec la métropolitaine, donc en dernière position, les Pingouins qui Ah vont se ouais, c'est vrai? battre. Ils vont se battre pour être la plus dégueulasse de la Pennsylvanie parce que j'ai en septième Philadelphie avec 70 points. Donc les deux sont dégueulasses. Qui va être le plus dégueulasse, on va voir. Les Pingouins, 66 points. Surtout s'ils finissent par échanger Crosby parce que oui, Crosby veut finir sa carrière avec les Pingouins. Mais si tu vois que t'es dernier de ta division, 66 points, c'est rough. C'est rough. Ouais. Parce que si vous regardez l'alignement, là, vous pouvez aller voir, là, c'est rough, comme on dit. C'est rough.
Mais non, mais en plus, tu sais, on sait qu'ils ont abandonné, ils ont mis leur meilleur défenseur au balotage, genre pour Ryan Graves, rest in peace. Exactement. Au balotage, mais en même temps, l'année passée, il a fait quoi? 4 points? Non, dégueulasse. Ouais, c'est un but 3 passes. Genre pour vrai, je pense que c'est ça. Comme en 70 games. Fait que, même Carl Osner n'avait pas des stats aussi dégueux, là, en ce moment. Ben, quoique. Mais Quoique, ça se compare, disons. ça se compare. Je peux aller vérifier rapidement, là, mais Donc, pendant je ça, là, je pense vais que ça se continuer à dire mon classement. Philadelphie, 70 points. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Ils ont pas fait de grosses acquisitions à part Dorak, Zegras. C'est vraiment ça qui va nous amener à un autre niveau. Ensuite, ça, par-dessus, je vois une équipe qui est à peu près la définition de mid. C'est les Islanders de New York. Ils vont faire à peu près 80 Ouais. points. Ils vont être dans quelques matchs. Ils pourraient causer des surprises contre des fortes équipes des fois. Mais rien de wow. Qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de surveiller Schaefer s'il joue. Mais à part de ça. Peut-être avoir les extraits que je vois de lui en match de saison, je le trouve vraiment impressionnant. Genre, Puis pourrait, pas comment juste il back-check ouais, rapidement, c'est puis ça, il fait vite. pas juste offensivement, là, il va à la défense puis tout là. Ouais. OK. Osner, j'ai trouvé sa seule saison vraiment complète avec les Canadiens en 17-18, en 82 matchs, et un but, 11 passes. C'est Donc, déjà c'est mieux. mieux que Ryan Gray. C'est déjà C'est mieux mieux. que Ryan Gray. Parce qu'après, avec les Canadiens en tant que tel, ils jouent respectivement 9 et 4 matchs, les deux saisons d'après. Sinon, c'est 34 puis 53 à Laval. Là. C'est Puis pas même avec fou ça. Laval, en 34 matchs, c'est un but 5 passes, en 18-19, puis en 19-20, en 53 matchs, c'est un but 12 passes. Donc, non, encore rendu à Montréal, c'est la seule saison complète, c'était mieux Ryan Gray, c'est avec que les Ryan Penguins. Graves. Oui. Donc une autre équipe qui pourrait surprendre que plusieurs pensent qu'ils vont retourner en série, moi je pense pas, c'est les Rangers de New York. Honnêtement, le problème c'était pas tant sa glace, c'était dans le vestiaire. Est-ce que vraiment le problème c'était Kreider? Je sais pas. Parce qu'il est là depuis 15 ans, puis avant l'année passée, il n'y avait pas de problème. Là. Ouais. Euh, Surtout que là, c'était remplacé par JT Miller. Ben, puis J.T. Miller a été renvoyé des Canucks. Pourquoi? Parce que c'est un cancer dans la chambre. Puis il s'est nommé capitaine. Que je pense pas que les problèmes dans le vestiaire ont été changés. Ouais, Donc, effectivement. Donc, je ouais, suis c'est bon. pas. À part ça, ils ont pas fait de grandes acquisitions. Ils ont changé Kendrick Miller pour Gavrika. Parce que c'est vraiment une amélioration. Ça revient pas mal au même. Donc, il pourrait. Genre, si tu me dis qu'ils finissent avec 100 points dans la saison, je serais pas surpris. Puis je pourrais dire que ça se peut. Mais je le vois pas. Par-dessus de ça, en quatrième position, j'ai Columbus. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fini. Si Sakarinski peut rester en santé, Fantilli qui prend un autre step, il a vraiment bien fini la saison. Je pense qu'il peut se battre pour une place en série, mais je les ai à 92 points. Je les ai pas en série. Je vous le dis d'avance, j'ai 5 équipes de la division Atlantique Ouais. qui font les séries à leur place. En troisième position, un peu comme les Jets, je pense qu'ils ont fait trop de points comparé à ce qu'ils vaut vraiment. C'est les Capitals. Je pense qu'ils vont rester une équipe à surveiller, mais je les vois à 103 points à peu près. Ensuite de ça, j'ai les Devils, 105 points par-dessus. Et en premier, j'ai la Caroline à 111 points. Les Devils, je me suis retenu, parce que si c'était juste de moi, si vous le savez, c'est ma deuxième équipe après les Canadiens. J'aurais pu dire 117 points. Mais il faut se calmer. Parce que premièrement, ils sont toujours blessés. Jack Hughes, Doug Ouais. Hamilton et tout ça. Mais je trouve que c'est une bonne équipe. Jack Hughes, Nico Shear, Jasper Bratt. Si c'est Timo Meyer, Dawson Mercer, c'est vraiment très bon. Qu'est-ce qu'ils construisent en défense? Luke Hughes, t'as Kovacevic, t'as Sigenthaler, Ouais. t'as Dougie Hamilton, t'as Simon Nemec qui pourrait faire sa place, donc ça peut être très intéressant. Et la Caroline, comme à chaque année, ils sont vraiment constants. Il n'y a pas d'année où ils font des downs. C'est vraiment tout le temps 100 points et plus. Je les vois être premiers. Que t'as Ao, t'as Healers, que là, il s'en vient. T'as Jarvis, qui est bon. En défense, t'as Slavin. D'un but, t'as Anderson. Puis si Anderson se blesse, t'as Kochetkov, qui est quand même très très bon. Donc, c'est quand même une équipe assez complète. Puis ils ont un des meilleurs coachs en Brenabo. Donc, c'est ça que j'ai pour cette division-là. Toi, qu'est-ce que tu penses de mon classement de cette division-là? Je vais la répéter. Pittsburgh, Philadelphie, Islanders, Rangers, Columbus, Capitals, New Jersey et en premier, la Caroline. Ben écoute, je trouve pas que c'est choquant. Là. Je m'attends à voir ça aussi. À part peut-être les Pingouins deuxième. Là, tu sais, sinon, je suis entièrement d'accord. T'en as-tu d'autres des takes de même dégueulasses? Ben écoute, j'en ai déjà sorti quelques-uns en écoutant le football. Mais... Et bon, la dernière division, elle qui nous intéresse, elle des Canadiens, ben, qui m'intéresse, je sais pas pour toi, si ça t'intéresse. Parce que Moi, sincèrement, depuis depuis qu'il n'y a plus les les Coyotes, événements ouais. tragiques du 17 avril 2024, il n'y a plus d'équipe qui m'intéresse. Genre le hockey t'a À fait une part croix. Buffalo. Là. Non, non, j'ai pas fait de croix. La LNH en saison régulière. J'écoute encore les salles. C'est important. Mais t'écoutes quand même des fois encore un peu de hockey, là, tu suis ça quand même. Donc si on Oui, continue. ben, j'ai comme pas le choix, là, mais Ouais. oui. La division Atlantique, t'as nommé la bonne équipe, Buffalo, dernier.
Oui. Surprise. Grande surprise. Hein? Une Ben, autre ben année, voyons. une autre année qui ne feront pas les séries. Je les vois à 75 points. Donc, si tu vois avec les autres divisions, c'est la meilleure pire équipe de toutes. Comme Ouais. San Jose, j'ai du 69, Chicago, j'ai du 60, Pittsburgh, j'ai du 66 avec Philadelphie 70. Donc, ils sont derniers, mais ils sont pas derniers. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, en gros, si je comprends bien, c'est qu'ils sont tellement losers qu'ils sont pas premiers dans la catégorie des losers. C'est ça, c'est. Ils sont pas assez losers pour être le top des Ils losers. sont Ok, c'est tellement bon. losers qu'ils gagnent pas les losers. Ouais, ouais, t'as Ouais, c'est exactement ça, bien compris. exactement. Ensuite de ça, j'ai par-dessus, j'ai Boston. Boston, ils n'ont pas Ouais. fait de fou acquisition. Mais en même temps, si McAvoy joue une saison complète, puis Swayman est capable de revenir à Swayman, je les vois être à 81 points. Donc oui, j'ai mis 7e. Mais 81 points, ça serait en haut de 3 équipes de la métropolitaine dans mon prédiction. Ce serait en haut de 2 équipes de la centrale. Et ça serait en haut de 2 équipes de la Pacifique. Donc c'est bon, 91 points, mais c'est rien de fou. C'est pas se battre pour les séries. C'est quand même une équipe respectable. Mais quand ton deuxième meilleur attaquant, c'est genre Elias Lindholm, Morgan Geeky. C'est rough. Après ça, j'ai Détroit. Détroit, j'ai. Genre, ça fait une couple d'années qu'on se dit, ok, là, ils vont prendre la prochaine étape, là, ils vont y aller, mais. Ouais. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui me manque avec cette équipe-là. Je les vois être à 89, 90 points à peu près. Une équipe qui va se battre pour les séries, mais j'ai l'impression que l'Atlantique est un peu trop forte. J'ai 5e, une équipe qui va faire les séries selon moi. C'est les Sénateurs d'Ottawa avec 95 points. Ok. Donc, je trouve que c'est une jeune équipe qui peut être très très bonne. Honnêtement, j'ai vraiment eu de la misère à classer 5, 4 et Ouais. 3. Quatrième, c'est les Canadiens. J'ai les ai à 97 points. Une augmentation de 6 points comparé à l'année passée. Je pense que c'est respectable pour une équipe qui va monter. J'aurais pu l'échanger avec Sénateur pour vrai, une ou Ouais. l'autre. Mais je préfère le premier trio des Canadiens. Même que lui d'Ottawa est quand même très bon. Mais je sais pas, je suis allé avec les Canadiens et j'ai hésité avec les Panthers. Pourquoi? Parce que les Panthers en santé, même pas de question, ils déclassent tout le monde. Mais l'année passée en saison, ils s'en foutaient un peu. Ils ont fini avec comme 95 points, quelque chose comme ça. En Ouais. fin de saison, c'était pas fameux. Lui, il s'en foutait, il voulait juste faire les séries. Et là, ils ont pas Barkov pour 7 à 9 mois. Match Ketchuk est pas là avant Noël. Ils vont quand même faire les séries parce qu'il te reste quand même Marchand, Bennett, Sam Reinhardt, il te reste Lundell, Veregi en défense. C'est un excellent défensif, c'est un bon gardien Bobrovski. Donc ils vont faire les séries pareil. Mais est-ce Ouais. qu'ils vont faire 110 points? Je pense pas. Je pense pas Non. non plus. En haut de ça, j'ai Toronto, 106 points. Donc oui, ils perdent Marner, mais quand même, t'as Matthews, t'as Tavares, t'as Nylander. Ça reste une excellente équipe, surtout de saison Mm. régulière. 106 points. Et premier, j'ai Tampa Bay, 109 points. Je pense vraiment que leur premier trio, c'est le meilleur trio de la Ligue nationale. T'as Brilliant Point, Kucherov, Gensol. Pour ça, deuxième trio, Cirelli, t'as Eagle. Après ça, en défensive, Edman, Moser, d'un but, Vasilevski. C'est sûr que t'as une bonne équipe. Oui, j'ai nommé ton Moser. Euh, Loser! donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ma division atlantique? J'ai Buffalo, Boston, Détroit, Sénateurs, Canadiens, Panthers, Toronto et Tampa Bay. Je veux spécifier que j'ai la Caroline comme étant premier de liste. Moi, je veux dire une dinguerie. Grosse Oh, dinguerie, grosse position. Moi, je dis que Boston finit 8. Et Buffalo oh, 7. Ouais, oh, Boston ouais, dernier. ouais, ouais. Et Buffalo Tu te 7. mouilles, tu te Moi, je mouilles, sens, tu te mouilles. je me mouille parce qu'en gros, Buffalo, ils vont mal aller. Ils vont call up Levi, puis il va gagner. Il va faire une Andrew Hammond. Tu sais dire qu'on fait les séries. Oui, non, non, c'est pas. Non, non, mais sans exagérer. Non, mais pour eux, non, je sais pas. Tu sais, pas fou, ils ont comme. Ben, ils Tu ont sais, quand sur même, papier, ils vont sur, comprendre un truc, là, je sur sais pas, papier, là. ils sont plus intéressants de Boston. Ça, faut leur donner, là. Ouais, ouais, c'est ça. Puis tu sais, oui, ok, oui, ils ont trade Peterka pour Kesselring Down, mais. Mais tu sais, écoute, on sait pas. Partir de Salt Lake City, ça motive toujours plus. Oh boy, on va continuer sur ce. Donc, si on Sinon, regarde. juste Oui. rapidement, je sais pas, c'est vraiment switcher peut-être. Je sais même pas si switch vraiment Montréal et Ottawa. Genre, sincèrement, je suis comme. Je suis d'accord avec le fait que ça va être les deux wildcards dans l'Est aussi, comme l'année passée. Mais tu sais, je pense qu'il y a autant de chances que ça soit que les deux wildcards, ça soit ben, comme que la première wildcard soit Ottawa, la deuxième Montréal, que ce soit la première Montréal, la deuxième Ottawa. Ouais, Je ça pense que c'est m'étonnerait pattern. pas que les deux finissent à comme un point Ouais. de différence, là. Sincèrement, ça devrait être serré. Mais ouais, non, c'est ça, je suis pas entièrement d'accord avec je suis entièrement d'accord avec ça, t'en penses. Donc, maintenant qu'on a fait la prédiction pour le classement de la Ligue nationale de hockey, je vais maintenant prédire mes choix pour les trophées et qui que je pense qui va gagner la Coupe Stanley. Donc, si on commence par les trophées, le Selkie, Barkov qui est blessé, ça met une porte grande ouverte. Et c'est pas pour rien que je porte ce chandail-là.
de Nick Suzuki. Je prédis que Nick Suzuki a enfin remporte un Selkie. Ok, si je veux être honnête, j'y crois pas vraiment, mais je veux juste être optimiste. Nick Suzuki remporte le Selkie. Sinon, ma vraie prédiction, c'est genre Reinhardt ou Ishii, mais bon, détail. Quand est-ce que Kopitar, c'est cette dernière année? Ah, Moi, je ça pourrait pense être que Kopitar. Honnêtement, parce que l'année passée, c'est Barkov qui l'a eu, si je me trompe pas, puis il le méritait pas. Genre, oui, il était bon, mais c'était pas lui qui était le top tier. Genre, il était peut-être 3 ouais. 4e, mais à cause de son nom. Kopitar, vu que c'est sa dernière année, puis on le sait, il est bon dans les deux sens, il pourrait avoir des votes, là. Il pourrait avoir des votes. Le Calder, ça, c'est un joueur des Canadiens, mais j'y crois plus. Ivan Demidov. Mais c'est rare que le favori l'emporte. Mais c'est lui le favori Ouais. partout, mais après les matchs préparatoires, après les matchs des recrues, après ce qu'il a fait en Russie, honnêtement, il est juste incroyable. Honnêtement, j'ai jamais vu un joueur des Canadiens dans mon existence avoir autant de talent offensif. C'est vraiment le fun à voir. Puis je comprends pas les 4 équipes devant les Canadiens, à part les Sharks qui ont pris Celebrini. Lefunov, Beckett Seneke, puis Kaden Lindstrom, là, ils seront jamais proches de Demidov. Donc lui, je le crois vraiment pour le call 2. Pour le Vizina, j'aurais pu être simple et dire le Buck encore une fois. Mais comme je l'ai dit, je vois les Stars être premiers de la ligue. Donc je vois Oettinger avoir beaucoup de victoires. Ok, j'aime ça. Mais je vais dire, je pense que ça fait 3-4 ans que je prédis que c'est lui qui est le Vézina. Pour le Norris, lui, je suis resté vraiment basic. Là. Kel McCarr, c'est le meilleur défenseur de la ligue. Hein, ben voyons. Je vais vraiment me mouiller. Je pense que ça va jouer entre lui et Quinn Hughes. Puis Struble est pas là. C'est ça que tu me dis. Peut-être quatrième. Pas finaliste, mais peut-être quatrième. Quatrième, ok, quatrième. Puis Jack High 5, on est d'accord? Non, 6. 6, ok. Quand même un ou deux votes de troisième place. Ouais. C'est bon. Ok. Non, mais ben c'est pas d'accord. On se met pas trop fixé. Pour le Rocket, je pense que ça va être le retour de Matthews. Il va prouver. Je pense que, genre, si moi j'étais Matthews, puis le Marner s'en va, j'ai quelque chose à prouver. Là, parce qu'il y a plusieurs qui disent ah, Matthews marque des buts, c'est à cause de Marner. Là, je pense qu'il va prouver, surtout que l'année passée, il était blessé. Il va en scorer 60 et plus. Matthews pour le Rocket. Ou sinon, Josh Settle. Vraiment, je me mouille. Sinon, pour Oui. le Art Ross, là, je vais vraiment me mouiller, je vous le jure, là, c'est vrai. Ok, maintenant. Connor McDavid. Wow. Je me mouille. Ouais. Le Hart. Je m'attendais à Rickard Raquel. Attends. Le Hart, je me mouille encore plus. Oui. Connor McDavid. Pour vrai. Ouais. Ben, voyons. Ok, mes prédictions, c'est vraiment les prédictions les plus basiques que j'ai jamais vues de toute ma vie. Je pense j'ai prédit 7 trophées. J'ai pris 1, 2, 3, 4 favoris. Sinon, ma dernière prédiction, c'est qui va gagner la Coupe Stanley. Et toi, qui tu penses qui va gagner la Coupe Stanley de ton côté? Je trouve que j'ai beaucoup joké dans cet épisode-là. C'est que je vais essayer d'être sérieux un peu, parce que sinon, si j'avais pas fait trop de jokes, j'aurais dit que ça aurait été un rematch comme la finale de 2005. Si vous savez, finale 2005, c'est les Trashers contre les Coyotes. Ouais, exactement. Pendant l'année du lockout, mais bien sûr. Non, mais ça a eu lieu. Puis, non, mais, mon Dieu, ok. J'avoue que j'y ai pas pensé. Moi, je dis que. Hey, le gros silence! Non, mais j'y pense. Est-ce que tu veux que je dise le mien pendant ce temps-là? Non, ok, j'y vais. Oh, ok, t'es prêt. Les Stars vont être les champions de l'Ouest. À part s'ils pognent les Oilers en finale de conférence. Et Stuart Skinner. Puis, Ils sont pas capables de le ouais, battre. Frank Stuart Skinner. Puis, dans l'Est, je dis que les finalistes, c'est les Hurricanes. J'ai envie de me mouiller un peu. Donc, finale Hurricane Stars, qui se finit avec une victoire de la Coupe des Stars. Mais comment tu peux dire les Hurricanes? On le sait qu'ils vont perdre au troisième tour. Ben non, parce qu'ils ne pogneront pas à Floride. Ben non, mais ils ont une victoire dans leurs 4 derniers trips. Détail. Moi, je dis cette année, Nicolas Ehlers, c'est la pièce manquante. Oh, c'était la pièce manquante. Oui, la pièce manquante n'a pas pièce d'auto. Donc toi, tu vois Hurricane Stars, c'est deux équipes que je pourrais facilement voir se rendre loin. Je pense que les Stars puis Colorado, ça a été mon choix depuis 6 ans, un des deux. Je vais être honnête, je les ai nommés assez souvent. Non, je pense que l'année dernière, j'ai dit en début de saison Oilers contre Devils. C'est ça que j'ai dit? Oh, me souviens plus. Mais cette année, dans l'Est, je vois une dernière run pour Tampa Bay. Ouais.
Ouais. se rendre en finale. Et du côté de l'Ouest, Vegas. Ouais, c'est le fun. Mais tu sais, là, tu sais, on pitch nos prédictions comme ça. On sait très bien que la finale, ça va être Floride-Vegas. On sait tous que ça va être ça. On sait tous que Barkov va revenir premier match des séries, match Ketchuk va être en pleine santé, ils vont péter tout le monde, ça va être Vegas, Floride encore, puis là, on va genre, oh, quelle surprise, les Oilers encore une fois aussi. Oh, d'accord. Non, Ou je sinon, pense ça va être Oilers Panthers. Ça se pourrait. Vegas contre Tampa en finale, deux équipes qu'on n'a pas vues en finale depuis très longtemps, respectivement depuis Haha, 2023 et 2022. haha, bonne blague. Donc, Haha. je pense Vegas va l'emporter sur Tampa, puis que Marner va remporter le Conn Smythe. Oh, Il va fermer la gueule à tout le monde, puis il va ok. dire mangez toute ma marde. Ok, faut que je me calme. Parce que moi, parce que oui, ok, en série ça fonctionne pas, mais ils ont tellement essayé différentes combinaisons, ils ont tout changé le bottom six plein de fois, puis ça marche jamais. Que j'aimerais ça pour Marner que ça fonctionne, parce qu'il y a tellement eu de pression, comme on a expliqué au dernier match, il y avait même du monde qui allait chez eux quasiment, ils connaissaient son adresse. Donc Hmm. là, avec Vegas, il va être plus tranquille, il va jouer avec un Eichel, ils savent comment jouer. Puis la même chose pour Eichel, quand il était à Buffalo, ah, c'est pas un bon coéquipier, c'est pas un bon capitaine, c'est pas une bonne personne, il va jamais rien faire. 2 ans plus tard, il y a une Coupe Stanley puis il a été le meilleur pointeur en série. Je pense que Donc voici nos prédictions pour la saison de la Ligue nationale de hockey. Donc je vais tout oui, poster ça sur nos réseaux sociaux si vous voulez savoir, si vous voulez voir nos classements, nos prédictions, ça va tout être là cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir tout ça. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. effectivement. Donc, la semaine prochaine, on va revenir en parlant de la fin, ben, du début de la première semaine d'activité dans la LNH. Sinon, en tant que tel, peut-être le tour de Lombardie, il me semble qu'il s'en vient fin de semaine prochaine, mais j'essaie de penser à d'autres sujets. Bon, on va parler de la NFL, bien sûr. On va Les parler séries au de baseball vont continuer aussi. les séries de baseball aussi. Probablement que la finale de la WNBA, si elle n'est pas terminée, elle va achever. Sinon, également, tranquillement, il y a le début de la saison à NBA aussi. C'était le début des premiers matchs préparatoires également. Ça va être à surveiller. Sinon, on peut toujours faire passer un petit tour, si on peut, du côté des Alouettes ou du côté du CF. Les Alouettes, Si juste je sais avant pas. de le dire, ils se sont qualifiés officiellement pour les séries Oui, ouais, cette semaine. Et aussi, pendant qu'on finissait de tourner, il y a les Bills qui ont perdu. ouais, 23-20 contre les Patriots. Donc, ça, c'est une autre défaite Donc, surprenante. plus aucune équipe invaincue cette année dans la Oui, NFL. Donc, surprenant. Puis il y a beaucoup de mais matchs qui encore vont. une équipe qui n'a pas gagné. Oui, les Jets. Oui, les Jets. La grosse équipe. Une grosse équipe, grosse équipe. Mais c'est surprenant pour les Bills qui ont perdu. Mais ça Ouais. faisait plusieurs matchs qu'ils passaient proche de perdre, là. Contre les Saints, c'était pas fou. Après ça, le match qu'ils ont monté contre les Ravens, ils ont eu besoin d'une Ouais, il y a grosse un bout de c'était pas remontée. fou. Donc, cette année, il n'y a pas comme une équipe que je me dis vraiment là, dominance totale, là. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Voilà, je vais pas dire rassurant juste. Non, mais c'est vrai, en tant que tel. Mais ouais, c'est ça. Donc, en gros, on va parler de tous ces sujets-là la semaine prochaine en tant que tel. C'est sûr que là, il n'y a pas de. Ben, il y a pas de F1. Mais écoute, on va bien parler d'autres sujets. Mais donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis on va se retrouver la semaine prochaine pour le prochain.